Hop là. Bonjour YouTube. Je n'ai pas du tout oublié de lancer l'enregistrement, voyons. C'est totalement... voilà, c'est voulu que je lance comme ça, super abruptement d'un coup. Hein, évidemment. C'est pas du tout... non, qu'est-ce que tu crois, toi? Hein? Je constate que ma solution pour empêcher le son de se décaler a marché. En tout cas pour l'instant. Oui. C'est pas possible que ça replante, mais c'est pas grave. Voilà, il suffisait de décaler après le générique, parce que c'est généralement par là que ça se décale. Bref, donc oui, non, c'est totalement volontaire. Hein. Du coup, le générique, vous l'aurez pas ce coup-ci. Je peux essayer de vous le remettre. Vas-y, j'ai vite fait la flemme. J'ai un système casse-couille. Et oui, c'est ça. Ouais, ça, non, c'est trop compliqué à vous... C'est trop chiant à faire, en fait. Non, désolé, bah vous l'aurez pas. Voilà, écoutez, voilà, fallait être là en live. Finalement, si vous voulez venir voir mon merveilleux générique, là, pas du tout casse-couille, bah il faut être là. Et oui, il faut venir voir. N'est-ce pas? Bref. Voilà. Donc on va parler, toi la YouTube, parce que tu viens d'arriver et que tu ne savais pas, sache qu'on va parler de Anableps Anableps, un poisson qui a 4 yeux. Si t'as vu la VOD de la fois dernière, j'ai dit qu'on allait faire ça, quoi. Bref, donc on va parler du poisson 4 yeux. Voilà. Oui. Alors, le poisson 4 yeux, qui es-tu? Alors, le 4 yeux à grandes écailles. Pas du tout chiant à articuler, ça. Le 4 yeux est une espèce de poisson actinoptérygien. C'est donc probablement un poisson. Pour faire court, pour ceux qui adorent se branler sur de la théorie, parce que quelqu'un qui n'aime pas ça ne comprendra pas de ce que je vais dire. Donc ceux qui ne savent pas, branlez-vous, hein, on s'en fout. Ceux qui savent, écoutez-moi. Donc les actinoptérygiens, c'est un groupe, je sais pas si on peut parler de clade, j'en sais rien, j'ai pas les bases, mais c'est un groupe phylogénétique qui englobe tout un tas d'organismes, et les membres qui font partie des actinoptérygiens, ils ont un trait en commun, tous, a priori, ils ont les nageoires rayonnées. Genre, prenez Nemo, il a des nageoires avec des rayons dessus, bah ça c'est ça, quoi. Prenez un requin, il a les nageoires lisses, c'est pas un actinoptérygien. Enfin, ou alors, non, si, c'est pas un actinoptérygien. Bref, voilà. Donc, voilà. Sauf que les actinoptérygiens, ça comprend 100% des poissons. Et une chier d'autres trucs qui ne sont pas des poissons. Descendent des actinoptérygiens, plein de trucs, mais un groupe très spécifique qui s'appelle les téléostéens. Et les téléostéens, c'est 99,8% des poissons connus actuels. Oui. Donc, si on parle d'actinoptérygiens, on parle potentiellement de téléostéens. Et il y a même des trucs qui ne sont pas des téléostéens, qui sont des poissons dans les actinoptérygiens. Tout ça pour dire qu'il y a des chances, vu la gueule du machin, vu les caractéristiques, vu qu'il a effectivement les nageoires rayonnées et tout un tas d'autres trucs, on pourrait supposer que c'est effectivement un poisson. Et regardez en bas, ici, cette classe-là, téléostéi. Les téléostéens, voilà. Donc c'est un téléostéen, c'est un actinoptérygien, un téléostéen qui descend des couillons, là. Les poissons à nageoires rayonnées, les téléostéens regroupent l'écrasante majorité des espèces de poissons actuelles, puisqu'ils représentent 99,8% des espèces de poissons connues. Voilà. Donc ça fait v'là les poissons sa mère. Et donc oui, c'est un poisson. Bravo à lui. C'est un vrai poisson. On n'a pas... Je sais pas si on a beaucoup vu des vrais poissons sur la chaîne, mais souvent les trucs qu'on appelle poissons ne sont en fait pas des poissons, même si ça ressemble beaucoup à des poissons. Voilà. Bref, fini de se branler donc, les actinoptérygiens, il fait partie de leur famille, aussi les téléostéens. Si t'es téléostéen, t'es à coup sûr un poisson, parce que ça n'englobe que ça, mais si tu es actinoptérygien, alors tu n'es pas forcément un poisson. Et oui, c'est ça qui est casse-couille. Un poisson au sens scientifique du terme, évidemment le nom commun, vous en faites ce que vous voulez. Donc il fait partie de la famille des Anablepidae. À chaque fois ça me fait penser à un légume, genre les blettes, et je sais pas pourquoi. Décrit par Linné, un mec très doué, enfin un scientifique très doué qui a décrit plein d'espèces, il me semble, en 1758, c'est l'espèce type du genre Anableps. Vous avez forcément entendu parler de ce mec si vous avez été une fois en cours de biologie à l'université, peut-être même en secondaire, mais bon, en secondaire on n'apprend rien en biologie, donc j'ai comme... Enfin, no shame pour les profs de bio qui pourraient m'entendre, hein, juste, moi de mon expérience, en fait c'était plus moi qui apprenais des trucs aux gens que l'inverse, et ouais, il se passait rien hein, en bio. La vraie, hein. J'espère que vous rendez vos cours plus intéressants que ceux que j'ai eu en tout cas, ça c'est sûr. Et pour l'examen, c'est pas compliqué, il n'y avait pas besoin d'avoir assisté à une seule année de biologie, ce n'était qu'un cours de français. Voilà.
Il suffisait de lire un énoncé, de prendre les informations qui étaient dedans et d'y répondre. Il n'y avait pas besoin d'étudier dessus. Il n'y avait pas besoin de la moindre information du cours de biologie. Voilà, donc c'est... J'espère que vos cours vous ont été plus utiles à vous que les miens. Bref. Il nage, donc le poissouze, il nage à la surface, les yeux hors de l'eau. C'est super important parce que on va y revenir, mais c'est littéralement ce qui fait que je m'intéresse à ce poisson en fait. Donc, s'il vous plaît, retenez-le. Il peut regarder vers le dessus, les yeux en dehors de la flotte. Il ne reste jamais plus de quelques secondes sous l'eau. La coloration marron de son dos, donc il reste tout le temps en sous-marin, quoi. La coloration marron de son dos lui permet d'échapper à ses prédateurs en se camouflant dans la boue ou dans les eaux troubles. Comme il a une tronche de merde, il peut se cacher dedans et du coup, il est caché, quoi. Ce poissouze peut mesurer jusqu'à 30 cm. Il est couleur boue et ses yeux séparés en deux parties, voilà, par une cloison, lui permettent de voir sous l'eau et sur l'eau. Et ça, c'est stylé. C'est d'autant plus stylé que ça me fait repenser beaucoup de choses sur le monde vivant. Je vais venir après. Le mâle possède une nageoire anale qui se situe là où vous pensez qu'elle se situe et qui peut se transformer en appareil reproducteur nommé gonopode. C'est un poisson vivipare. C'est-à-dire qu'il peut... Comment je peux dire ça élégamment? C'est pas possible. Hein. Il peut baiser avec son cul, voilà. Bon, j'ai pas les moyens aujourd'hui. Désolé, vous ferez avec. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais l'idée y est. C'est un poisson vivipare. Et oui. Pour rappel, les vivipares, c'est quand même ceux qui pondent pas d'œufs, il me semble. Vivipares pondent pas d'œufs, ovipares pondent des œufs, et ovovivipares pondent des œufs qui éclosent dans le ventre et qui vont ensuite sortir de où on sait que ça sort, tout formé et hors de leur œuf. Les requins font ça. Voilà. Donc vivipare, il est comme nous, ce qui est pas très courant chez les poissons. À moins que je me plante, mais voilà. Les yeux, anableps, c'est le poissouze. Les yeux de machin sont particuliers. Ils lui ont d'ailleurs valu son nom, je vais y arriver. Ils sont séparés par une cloison, ce qui permet de voir sous l'eau et sur l'eau en même temps. De plus, les gènes codants des différentes opsines ne sont pas exprimés uniformément sur les rétines ventrales et dorsales. Bien sûr. Je pense que vous avez compris, hein, ça me paraît assez évident. L'espérance de vie. Combien ça vit ce truc? Entre 8 et 10 ans. Les comportements, c'est un poisson vivant en groupe, généralement à la surface, contrairement aux nains. Les groupes sont très hiérarchisés. Ah oui, donc ils ont une autorité chez eux, quoi. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Il y a des boss, quoi. Ils vivent essentiellement en Amérique du Sud et au Mexique. Non, dans le nord de l'Amérique du Sud et au Mexique. Et ça vit où? Dans les forêts des mangroves d'eau saumâtre. Donc peut-être... Bon, j'en sais un, parce que j'ai déjà oublié où vivait la méduse de la fois dernière, mais peut-être avec la méduse inversée, qui vit aussi dans les mangroves. Rappelez-vous de ce qu'est une méduse inversée, c'est une méduse, mais inversée comme une chaussette, qui, au lieu de faire flap-flap dans la flotte, se ventouse par l'ombelle, on va dire la tête, c'est pas la tête, hein, imaginez, au sol, et expose ses tentacules vers le haut, dans la mangrove où le sol est moins bas et où la lumière arrive au niveau du sol. Pourquoi? Parce que la méduse, elle a des zooxanthelles dans les tentacules, enfin accrochés aux tentacules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont des... Alors, ce ne sont pas des plantes, mais c'est des algues, des micro-organismes qui peuvent faire de la photosynthèse. Mais ce ne sont pas des plantes. Parce que la plupart des algues ne sont pas des plantes non plus, d'ailleurs. Sachez-le. Voilà. Et donc elle n'a pas besoin de se nourrir spécialement, c'est-à-dire que juste elle récupère l'énergie produite par ses zooxanthelles. Voilà. Et en plus, alors que les méduses ont un système de reproduction très compliqué, c'est-à-dire qu'imaginez, elle crache une usine à méduses, qui n'est pas une méduse, hein, c'est juste on appelle ça un polype. Imaginez une usine à méduses qui vient se fixer comme ça quelque part, et l'usine va produire des méduses. Et ces méduses vont pouvoir aller faire leur vie, à leur tour cracher les usines et ainsi de suite. Sauf que cette méduse-là, parce que c'est effectivement comme ça qu'elle fonctionne, hein, mais dans des conditions très spécifiques, etc., selon si elle subit des traumatismes, du stress, plein de trucs, selon des conditions très spécifiques et très très complexes et très rares à observer ensemble, il arrive que cette méduse puisse bourgeonner à partir de son ombelle. L'ombelle, c'est le voile de la méduse. Et bourgeonner, ça veut dire quoi? Exactement ce que vous pensez. C'est-à-dire que comme une fleur, c'est pas du tout imaginez que c'est ça.
à partir du voile de sa tête, elle peut créer des mini-méduses. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux du tissu de son ombelle qui vont se barrer, faire leur vie ailleurs, et c'est les bébés méduses. Alors que normalement, il y a tout un système très chiant de production en passant par une usine qu'on va appeler polype pour créer des petits. Là, pas du tout. Là, juste des morceaux se détachent et c'est les petits, quoi. Alors évidemment, les petits ont bourgeonné. C'est pas juste le tissu qui s'est détaché pour aller faire sa vie. C'est des morceaux de bébés méduses qui ont poussé sur l'ombelle, et puis ils se sont détachés, ils sont partis faire leur vie. Mais l'ombelle, elle reste intacte. Bref. Voilà. Le petit moyen mnémotechnique, si vous voulez, c'est que l'ombelle, l'espèce de voile qui fait flap-flap de la méduse sous l'eau, ça ressemble beaucoup à ombrelle. Ombrelle, vous savez, comme un genre de parapluie, quand vous le dépliez, vous le repliez, et du coup, ça fait flap-flap pareil. Voilà. Donc, cette méduse ultra chelou qu'on a vue la fois dernière, elle vit où ? Eh ben, dans les mangroves de je sais plus quel territoire, mais elle vit dans les mangroves, donc c'est pas impossible qu'elle côtoie ce poissouze, qui est donc techniquement 2 yeux, mais en fait un peu 4. Parce que les yeux sont bien séparés en 2, et vous allez voir pourquoi on parle vraiment de 4 yeux plutôt que de 2. Même s'il n'y a que 2 globes oculaires, toutes les structures qui sont dans l'œil, enfin la structure, les 2 structures à mon sens les plus importantes pour voir, même si j'y connais rien, je suis pas ophtalmologue, sont en double, dans chaque œil. Donc ça fait 4, quoi. C'est pas 4, mais vas-y, c'est 4 quand même. On va dire 2,5, je sais pas, bref, voilà. Ça fait beaucoup de trucs dans le non-œil quand même. Ces habitats fluctuants constamment sont soumis à au moins, j'arrive pas à lire aujourd'hui, à au moins habituellement 2 mouvements quotidiens de marée, et ce poisson a évolué pour bouger avec l'eau. Habitant les marges peu profondes des canaux permanents à marée basse et se déplaçant dans les zones inondées pour se nourrir lorsque le niveau d'eau se lève. J'ai pas tout compris. L'eau, elle va et elle vient. Avec la marée, ça monte. Avec pas de marée, ça descend. Et ce poisson a évolué pour bouger avec l'eau. Habitant les marges peu profondes des canaux permanents, à marée basse. Donc quand il n'y a pas de flotte, il est quand même dans la flotte. Juste, il est dans très peu de flotte. Et se déplaçant dans les zones inondées, pour se nourrir lorsque le niveau d'eau se lève. Quand il y a plus de flotte, il fait un petit tour ailleurs. Il va dans les nouvelles zones où il y a de la flotte et il n'y en avait pas avant. Ok ? Le terrain de Brenner et Krum, lui là, cette personne-là, là, en 2007, dans le... Qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne sais pas, est un affluent influencé par la marée de l'estuaire de Sété, situé au nord de la ville de Bragança, à 200 km du sud du delta de l'Amazone. Et ça révèle que ces migrations quotidiennes sont entièrement liées à l'alimentation. Ah non, l'affluent influencé machin révèle que ces migrations quotidiennes sont entièrement liées à l'alimentation. Donc s'il va visiter d'autres territoires inondés quand la marée est haute, c'est pour pouvoir aller bouffer ailleurs, quoi. Il va au resto, quoi, plutôt que de faire manger chez lui. À marée basse, le chenal permanent de l'affluent mesure seulement 30 mètres de diamètre, mais pendant les hautes eaux, il atteint 50 mètres dans sa partie supérieure et près de 400 mètres près de son embouchure. Ok, c'est beaucoup. Les petits canaux autour de ces marges deviennent donc temporairement inondés et les poissouses y pénètrent pour se nourrir, parfois jusqu'à 1 kilomètre de l'affluent principal. Donc ils se barrent à 1 kilomètre de chez eux, alors que c'est les poissons, ils dépendent un petit peu de la flotte, quoi. Donc quand ils sentent le courant revenir, ils disent il faut y aller là, sinon on va rester là et on va crever. Donc ils ont toute cette anatomie-là qui leur permet de savoir, attention, ça pue, on peut pas rester là, parce que sinon après, ils sortirent pas, l'eau, elle se retire, et ils finissent par mourir lamentablement sur le sol comme des cons. Donc c'est qu'ils ils savent. Voilà. Un peu comme les animaux qui peuvent prédire sentir, on va dire, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Eux, ils savent quand le courant, il bouge. Les meilleures conditions de recherche de nourriture ont été trouvées à la marée de source, pendant les heures de jour où le niveau d'eau est le plus élevé et les poissons peuvent profiter pleinement de l'œil d'eau ci-dessus. Bon, je comprends pas ce que je dis, ça me saoule. Bref, le poisson, il suit la marée, quoi. Captivité, ce poisson peut être trouvé dans les aquariums, cependant, de par le fait que Anableps vit en grands groupes, pouvant aller jusqu'à 100 individus, il est plus observé dans les aquariums publics que dans les privés.
par pitié, ne mettez pas ce poisson dans un aquarium privé. D'ailleurs, les aquariums privés, s'il vous plaît, hein, ça craint, mais... lit. Sans. Donc laisse-le tranquille, en fait. Déjà, les aquariums publics, je suis pas sûr, donc non, quoi. Qu'est-ce que ça bouffe, ce truc? Principalement des petits crabes de la famille des grapsidés, mais il peut manger aussi des insectes et des algues. Des algues des plantes ou des algues des micro-organismes? J'en sais rien, je sais pas. Utilisation scientifique. Ce poisson est utilisé dans la recherche oculaire, effectivement, parce que ses yeux sont très intéressants. La représentation, le poisson était présent sur des timbres. Des timbres de quoi, de où, de quelle région, on s'en fout apparemment. Bon, au moins on le saura, mais on saura surtout qu'on ne sait pas. Alors, là on le voit bien, admirez le non-œil du gamin en bas là. Le petit gars en dessous. Joli. Et donc vous voyez bien qu'il a la structure, il a vraiment l'œil scindé en deux là. Enfin scindé, il y a une cloison entre les deux si vous voulez. Imaginez ça chez nous, ça fait un peu bizarre. Hein. C'est comme les grenouilles on dirait, ça ressemble un peu à un œil de grenouille, sauf que c'est pas ça. Voilà. Et du coup, ça lui permet de se mettre au niveau de l'eau et de pouvoir voir au-dessus et en dessous. Et c'est assez stylé, je trouve. Anableps, c'est communément appelé poisson à 4 yeux, mais il n'en a en fait que 2. Oui, mais... Enfin, il a que 2 globes oculaires. Il doit son nom au fait que ses yeux sont séparés par une cloison qui lui permet de voir sous l'eau et à la surface en même temps. Vous n'avez pas tous rêvé d'avoir ce super pouvoir quand vous étiez genre à la piscine? Ceux qui ont fait de la natation. Moi j'aimerais bien pouvoir regarder les deux en même temps. En plus c'est super pratique parce que du coup, dans certains types de nage, parfois vous avez, surtout quand vous apprenez la nage et que vous avez du mal à gérer votre respiration, il vous arrive parfois, surtout avec un TDAH, lol, d'oublier de regarder devant vous. Heureusement j'ai la tête dure. Le nombre de fois où je me suis mangé les murs du bord de la piscine. Voilà, hein. Ah, c'est bien, il a bien fait son crawl, par contre il a mangé le mur, quoi, mais c'est super, bravo mec. Bref, c'est un super pouvoir que j'aimerais bien avoir, de pouvoir regarder au-dessus, du coup. Comme ça, vous voyez le toit qui bouge et... Ah, donc je suis là, d'accord. En plus, avec tous les autres troubles que j'ai, j'arrive pas à me situer correctement dans l'espace, donc c'est une catastrophe. Voilà. La cloison horizontale divise l'œil en 2 lobes, possédant chacun une pupille et une vision séparées. Donc ils ont 2 pupilles dans chaque œil. C'est bizarre. Une étude a récemment prouvé que ces rétines possédaient une duplication du gène ARNM, ces molécules reprenant l'information de l'ADN et permettant sa traduction en protéines par les ribosomes. Alors, je vois ce qui est dit, mais je suis incapable de vous le réexpliquer. Et surtout, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie au final, quoi. Voilà. Une étude a récemment prouvé que ces rétines, donc la rétine de ces non-œils, possédaient une duplication d'un gène. D'accord. Ces molécules reprenant l'information de l'ADN et permettant sa traduction en protéines par les ribosomes. Donc lui, il a plus du gène qui permet la production de protéines. Qui est une forme d'énergie. Après, qu'est-ce que je suis censé en foutre, ça j'en sais rien, mais... Bref. C'est assez impressionnant de savoir qu'ils peuvent différencier un prédateur sous l'eau et au-dessus de l'eau en même temps et traiter toutes ces images simultanément pour savoir dans quelle direction aller. Imaginer la quantité de trucs à analyser en permanence, quoi. Imaginez voir enfin tout le temps 2 trucs en même, de vision en même temps, quoi. 2 points de vue en même temps. Ça me paraît compliqué. Et ça fait surtout beaucoup plus d'informations à traiter, donc ça doit être un bordel pour le cerveau, je sais pas comment ça se passe. Donc, déclare Eric Callen, conservateur adjoint des activités aquatiques au zoo d'Oklahoma City. Ça donne presque certainement à l'espèce un avantage évolutif. Ah bah oui. Là, littéralement, il a des yeux derrière la tête, parce que les yeux il a les yeux du haut, on va dire, orientés vers le haut, donc la tête, le dos, quoi. Et les yeux du bas orientés vers le bas, donc le ventre. Donc il a littéralement des yeux dans le dos. Lui, il peut faire la blague. Voilà. Donc oui, ça doit certainement donner un avantage évolutif de pouvoir voir dans son dos, hein, ça c'est sûr. Mais ce trait n'est pas la seule bizarrerie anatomique d'Anableps qui vit à l'état sauvage dans les forêts de mangroves.
L'organe sexuel de la femelle et l'organe sexuel du mâle, une nageoire modifiée en forme de pipeau, je sais pas ce que c'est, ou alors le pipeau c'est un instrument de musique, je sais plus, appelé gonopode. Les gonopodes, c'est ceux qui permettent de produire les gonades, je crois. Sont tournés vers la droite chez certains poissons, et ah oui, je me souviens de ça, c'est très con. Sont tournés donc vers la droite chez certains poissons et vers la gauche chez les autres. Ça signifie qu'un mâle dont l'organe reproducteur est à droite est conçu pour s'accoupler uniquement avec une femelle dont l'organe reproducteur se trouve à gauche. Je peux pas m'empêcher d'imaginer ça transposé chez les humains et ça me fait mourir de rire. Et vice versa, ce qui réduit de moitié statistiquement les chances de trouver un partenaire compatible. Salut, je suis gaucher. Ah merde, moi aussi. Ah bah c'est mort, hein, ça va pas se faire. Hein. Pendant la période de reproduction, les gardiens du zoo d'Oklahoma City surveillent quels mâles sont dressés à gauche et lesquels sont dressés à droite, et qui se reproduit avec qui. Il a fallu se taper des heures et des heures à regarder les poissons faire ce qu'ils ont fait là. Ça me fait un peu rire. Callen a parfois vu un mâle lutter de toutes ses forces pour s'accoupler dans l'autre sens. Et était motivé. Avec une femelle de l'organe sexuel se trouvait du même côté que le sien. Je ne suis pas sûr que ça ait réussi. Je cite. Je ne suis pas sûr que ça ait réussi. La réponse à cette question a sans doute été connue environ 12 semaines plus tard, sur la période de gestation de l'espèce, mais nous, on l'aura pas. Et ça me rend triste. Voilà. Si par hasard, un jour, les gens qui ont fait cette étude tombent sur mes vidéos, je vous en supplie, expliquez-moi, je veux savoir. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire entre gauchers ou entre droitiers, j'en sais rien, je veux savoir. Donc voilà. Alors j'ai encore d'autres articles, mais je les ai pas tous lus. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des redondances un petit peu. Donc je vais vite fait voir ça avec vous, on va les découvrir ensemble. Mais je pense qu'on a dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire dessus. Hein. Il y a un autre truc dont il faudra qu'on parle après. Ça va être assez court. Anableps, plus communément appelé 4 yeux, est un poisson tropical d'eau douce, originaire d'Amérique du Sud. Il est répertorié de Trinité et Tobago jusqu'au bassin de l'Amazone. J'imagine que ce sont des régions, j'en sais rien, je suis une bille en géo. Qui est-il ? Bah, c'est un poisson, hein. Les espèces du genre Anableps ont la particularité d'avoir les yeux divisés en deux horizontalement, ce qui leur permet de voir simultanément en dehors et dans l'eau. Cette caractéristique est à l'origine de leur appellation commune de 4 yeux. Ils sont à la base de nombreuses études sur les yeux, à l'origine d'applications pour la médecine humaine. Ces espèces se rencontrent exclusivement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elles habitent des eaux douces et saumâtres, donc les mangroves. En gros, les trucs tout verts, plein de mousse et bruns, plein de boue, où on voit rien, c'est chez eux. Là où il y a les crocodiles, typiquement, c'est ça quoi. Selon Fishbase, il est donc un site, il existe 3 espèces, la plus petite mesurant une dizaine de centimètres, la plus grande pouvant atteindre les 30. Taillés pour la vie de surface, ce sont des spécialistes de la chasse aux insectes. Mais pas que, on a vu qu'ils mangeaient des crabes et des algues aussi. Et oui. Ces poissons sont des animaux vivipares, ils pondent pas d'œufs. Le mâle possède une nageoire anale modifiée en organe reproducteur, appelé gonopode, qui a la particularité d'être sur l'un des côtés. Logiquement, les femelles ont l'orifice génital appelé cloaque correspondant. Et oui, c'est comme les poules. Voilà. Comment on reconnaît le 4 yeux ? Bah, c'est ses yeux, quoi. Avec la nageoire caudale bleutée. Il est beige avec la nageoire caudale bleutée. C'est un poisson élancé qui a évolué pour vivre à la surface de l'eau. Grâce à son système oculaire complexe, cilieux, il est capable de voir en même temps en dehors et dans l'eau. Compliqué de le pêcher, du coup. Ah, c'est très con, mais du coup, il se doute. Hein ? Eh oui. Comment reconnaître le 4 yeux ? Mode de vie, comportement. Le 4 yeux est un poisson vivant en... Du coup, quand ils se regardent entre eux, ils se regardent entre 8 yeux. Ça fait beaucoup trop de yeux. Le 4 yeux est un poisson vivant en banc ou en petits groupes. C'est une espèce vive qui chasse les insectes, les petits invertébrés vivant dans la boue et les petits poissons des zones peu profondes. Il est capable de rester dans la boue, exposé à l'air pendant une petite période. C'est également un poisson migrateur. Et là, parce qu'on a vu qu'il suivait la crue. Pas la cuite. Non territorial, c'est un poisson qui ne se préoccupe guère des autres espèces de taille très similaire. Il est vivipare, on a bien vu. Espèce inoffensive, il ne présente pas de danger particulier pour l'homme en cas de rencontre dans son milieu naturel. Et il se développe là-bas. Donc dans le nord-est de l'Amérique du Sud. Voilà.
Et il est... Alors, ici, c'est noté qu'il est en préoccupation mineure. J'ai vu sur un autre site, dont je vais peut-être vous parler après, qu'il n'est pas évalué. Donc, j'ai plutôt confiance en ce site-là. Hein. Fichipédia, c'est quand même un site sur lequel je vais de temps en temps, qui est assez bien foutu. Donc, je les crois. Plutôt que l'autre que je connais pas et qui n'est pas aussi bien fait du tout. Donc, on va partir du principe qu'il est en préoccupation mineure. Mais... dans tous les cas, je pense que même si on ne sait pas, il vaut mieux mettre qu'il est en préoccupation mineure plutôt que pas évalué, parce que sinon, ça fait que des cons comme moi ou n'importe qui d'autre va voir sur le site que l'espèce n'est pas évaluée, et souvent les gens se disent « Ah bah il se porte bien alors !» Non, ça veut juste dire qu'on ne sait pas s'il est menacé ou pas, et spoiler, il l'est très certainement. Toutes les espèces sont plus ou moins menacées à une échelle ou à une autre. Voilà. Donc n'allez pas imaginer, sous prétexte que vous voyez des espèces classées en non évaluées, donc non classées finalement, qu'elle se porte bien. Je dis classé en préoccupation mineure, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut peut-être rien dire. Je parle de l'échelle de conservation de l'espèce, en fait. C'est-à-dire qu'on a une échelle pour estimer si l'espèce elle est dans la sauce ou pas. Genre, est-ce qu'elle va disparaître demain ou pas. Et il y a différents grades. Préoccupation mineure, c'est le tout premier. Voilà. Et le tout dernier, bah, c'est éteint à l'état, à tout état possible, donc à l'état sauvage et à l'état en captivité. C'est-à-dire qu'on n'a pas observé du tout depuis des années, que ce soit dans la nature ou dans les eaux ou ailleurs. J'en profite pour vous rappeler de ne pas aller dans des eaux, c'est de la merde, aller dans des réserves naturelles, par pitié. Voilà. Les eaux, ce sont des business, c'est comme les élevages, c'est comme quand vous achetez un chat. Privilégiez un maximum les portées de gens qui proposent les chats. Déjà, ça ne vous coûtera pas un rond. À la limite, éventuellement, le plein d'essence pour aller le chercher. Et ça évite que tous ces pauvres chatons finissent par se retrouver à la SPA. Tout ça pour un autre chat qui a été... Alors évidemment, ce chat devra aussi être adopté, mais on aura moins ce genre d'injustice de chats qui ne se font pas adopter d'un côté comme de l'autre si on force les business à arrêter de faire n'importe quoi, par exemple, et qu'on arrête d'aller acheter des chats chez eux, en fait. Voilà, il y a des tas de chats qui ne demandent qu'à être adoptés. Il y a certainement des potes à vous qui ont des chats, qui ont probablement, parce que c'était le cas pour moi, une portée dont ils n'ont pas forcément les moyens de s'occuper, ou qu'ils n'avaient pas forcément prévu. Et du coup, ils se retrouvent avec genre 8 chats en trop. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai eu mon chat. Voilà, ça pareil, plus toutes les croyances sur les chats noirs. J'ai un chat noir, donc voilà. Toutes les croyances sur les chats, etc. Ça craint aussi. Bref, tout ça nuit largement, je parle des chats, mais aux animaux en général. Les business, ça craint. Et les élevages sont des business comme les zoos. Peu importe ce qu'ils essaient de vous raconter en plus, peu importe la réputation qu'ils essaient de se donner, comme quoi, oui, mais on recueille des animaux qui ont été maltraités, oui, mais vous les enfermez dans des toutes petites cages, à peine plus grandes qu'avant, et vous les confrontez constamment à des dizaines, des centaines d'individus qui viennent faire n'importe quoi devant leur cage, et souvent leur mettre des déchets toxiques dans leur cage, quoi. Ça craint, voilà. Un zoo, ça craint, c'est de la merde. Voilà. Et donc ouais, par pitié, les élevages, ça suffit. Il y a la SPA, il y a tellement d'autres trucs. Les animaux ne demandent que votre amour. Arrêtez d'essayer de créer des races et des machins, ça devient débile à la fin. Je trouve que c'est vraiment lamentable. Bref. Donc voilà. Revenons sur les poissous. Donc il est en préoccupation mineure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose dessus, mais on peut déjà estimer que c'est la sauce. C'est la sauce modérée, mais c'est la sauce quand même, dans le sens où on n'a quand même pas des masses d'informations sur ce poisson, excepté sur ses yeux, sur lesquels on fait des recherches. Mais on ne sait pas, même si c'est souvent la même chose, hein, mais on ne sait pas exactement ce qui joue en la défaveur du poisson, et on ne sait pas exactement comment on peut l'aider, en plus. Comme il est situé essentiellement là, dans le nord-est de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que toutes les zones grises, c'est l'endroit où il n'est pas. Et la toute petite tache bleue, là, c'est là où il est. J'aime autant vous dire que c'est compliqué. D'autant qu'il me semble que les Américains sont très très cons avec leur loi pour la chasse, la pêche, etc. en général. Donc c'est compliqué. Voilà. Ça rend la conservation de ce poisson assez compliquée. J'imagine que ça doit pas être évident de mettre des lois pour protéger les espèces. Voilà. Attendez, il faut que je me mouche.
Voilà. Hop là. J'ai failli vous mettre la cam gros plan. Un jour, ça va arriver. Hein, parce qu'en fait, je mets toujours la cam la plus vers le haut. Mais je sais pas pourquoi mon cerveau a tendance à oublier. En fait, sur ma scène OBS, il y a l'onglet scène sur lequel on peut pas cliquer. Et en dessous, ça affiche les scènes. Et à chaque fois, quand je vais au-dessus, j'ai l'impression que je fusionne dans ma tête l'onglet scène avec la première scène en dessous, qui est celle-ci. Et du coup, je mets toujours la gros plan. Et un jour, ça va arriver. Un jour, je vais pas m'en rendre compte avec le TDAH et je vais me moucher comme ça avec la cam gros plan, hein, c'est sûr. Mais bon. Alors. Gna. Le poissouze. Maintenant, c'est un aquarium. Non, ça, je m'en fous. Quoique, j'ai vu Respect de la vie sauvage. On peut toujours essayer de le lire. Non, c'est de la merde. Hop là. Vous avez vu... Enfin, je vous ai lu que cet animal avait besoin de vivre... voilà, vous allez voir. Que cet animal avait besoin de vivre de manière sociale avec jusqu'à une centaine d'individus. Ne le mettez pas dans un aquarium chez vous, privé. C'est de la merde. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. Hein. C'est comme... J'ai vu ce matin... Un lapin, non, c'est pas ça. Un article absolument brillant sur les crabes. Il semblerait que après des études assez compliquées faites sur des crabes, je sais pas lesquels et je m'en fous, des scientifiques, après avoir bien réfléchi, ont estimé qu'en fait c'est... Vas-y, faire bouillir les crabes vivants, parce que c'est une tradition, c'est douloureux. Mais on n'y aurait pas pensé en fait. Putain, heureusement qu'ils ont fait les études, hein, on n'aurait pas trouvé. Bon, je me fous de la gueule des scientifiques, mais c'est pas leur faute dans le sens où ils sont pas responsables de la tradition. C'est pas eux qui ont dit tiens on va faire cramer on va faire bouillir les crabes vivants, ça va être rigolo. Juste eux ils attirent notre attention sur la population sur le fait que bon déjà ça craint de faire cramer un animal vivant, ça craint, hein, c'est de la merde. Mais en plus bon tuer les animaux on doit plus ou moins tous le faire à un certain degré pour une raison ou pour une autre, mais on peut le faire d'une manière... tuer d'une manière éthique, on se comprend, hein, mais bref. On peut le faire d'une manière moins cruelle, qu'en faisant bouillir vivant des organismes dans une casserole, voilà. Et c'est assez dingue, je trouve, que des scientifiques aient à nous rappeler ça. Voilà. Et donc, sachez, au-delà du truc éthique, que... Ah, salut Jérôme! Je parlais des crabes. Il semblerait que des scientifiques aient réalisé des études sur les crabes et qui ont compris que l'activité cérébrale s'accélérait quand ils souffrent intensément, ce qui les fait encore plus souffrir la douleur, sentir la douleur. Donc plus ils souffrent et plus ils souffrent, en gros. Et du coup bah, c'est compliqué parce que nous on décide par tradition culinaire de les faire bouillir dans des casseroles d'eau bouillante, comme le homard. Et du coup, il y a des scientifiques qui ont attiré l'attention dans un article sur le fait que, tiens, peut-être c'est pas très sympathique et qu'il faudrait qu'on arrête. Et du coup, je me dis, il a vraiment fallu que des scientifiques fassent des études complexes sur le développement de la cognition des crabes pour qu'on puisse comprendre que faire bouillir un crabe vivant, ça lui fait mal. Et quelquefois, je me dis que l'humanité ira loin. Bref. Comment tu vas ? Bah moi ça va. Je suis fatigué. Mais j'ai fait des trucs aujourd'hui, je suis assez content. Pauvre crabe. Pourquoi tu t'es fait automode ? Bah enfin. Bah. Mais... Sex word ? Crabe ? Je ne savais pas ça. Et je dirais bien que je vais me renseigner, mais bref. Oui, bah oui, j'accepte le message. Oui, on va pas t'automode pour ça, c'est bon ? Waouh! A temporairement ajouté crabe au terme autorisé. C'est bon, tu as le droit. Tu as le droit de parler de sexe, pardon, de crabe. Bref. Oui, pauvre crabe. Oui, du coup, je suis fatigué, j'ai dû faire des trucs aujourd'hui. J'avais des mails à envoyer, des itinéraires à prévoir et tout. Je teste ton bot. Il fonctionne bien, apparemment, hein, c'est cool. Et ouais, du coup, c'était compliqué. Mais je suis venu à bout du truc. Il a fallu que je fasse du pain aussi, bref. Donc j'ai fait tous mes trucs, je suis assez content. Et demain, il va falloir que je fasse un truc qui va être très désagréable, mais bon. Je me concentre sur le fait que jeudi, je vais me faire percer les oreilles. Et ça va être cool. Et qu'après, bah, c'est globalement les congés pour pas mal de gens. Donc j'aurai plus de rendez-vous, plus de trucs chiants à faire et que je serai tranquille.
Ça fait un bail que je suis pas venu ici papoter. C'est vrai que ça fait un moment, hein, et ça fait un moment que j'ai pas beaucoup... Pardon, ça fait un moment que je stream plus des masses aussi. Parce que je suis éclaté et qu'il faut que je me repose, quoi. Mais oui, du coup, c'est vrai que ça fait un moment. Hier, on a parlé d'une... pas hier, avant-hier, on a parlé d'une méduse trop chelou. Les méduses, des espèces de trucs qui font flap-flap avec un voile sous l'eau. Et en fait, celle-là s'appelle la méduse inversée. C'est comme une chaussette inversée. C'est-à-dire c'est une méduse qui se fixe avec son voile au sol et qui laisse ses tentacules vers le haut. Littéralement l'inverse de ce que fait une méduse. Et en fait, elle a des zooxanthelles, donc des algues accrochées à ses tentacules qui vont faire de la photosynthèse. Ce ne sont pas des plantes, c'est des micro-organismes, mais ça marche pareil, quoi. Ça fait de la photosynthèse. Donc elle les expose au soleil et après elle fait de la photosynthèse. Et comme ça, elle récupère la production des zooxanthelles. Et c'est trop cool. J'ai des soucis de santé, bah. Pas de bol, c'est pas cool. J'espère que ça va s'arranger. J'espère que c'est juste un petit truc de saison en vrai. Oui, j'ai déjà oublié à quoi tu réponds, oui. Désolé, c'est le TDAH. Oui, non, je sais plus. Tant pis. Oui, c'est pas cool. Mais c'est vrai que ça fait un moment que t'es pas venu. Je parlais de la méduse, puis j'ai fini, quoi. Ouais, bon, bah tant pis. Mais oui, du coup, bon rétablissement, j'espère. Parce que ça doit... Oui, je sais que c'est casse-couille. Et donc là, on parlait d'un poisson, Anableps anableps, qui, comme tu peux peut-être le voir ici, mais tu le verras mieux là, hop, a des yeux très chelous. C'est-à-dire qu'il a des yeux scindés en deux. C'est-à-dire qu'il a un seul globe oculaire, enfin il a deux globes oculaires, mais il a un seul globe oculaire par côté, mais ces deux globes oculaires sont séparés par une cloison. Et du coup, il a deux pupilles dans chaque œil, ce qui fait qu'il peut regarder au-dessus et en dessous de l'eau en même temps. Il a littéralement des yeux dans le dos. C'est assez rigolo. En plus, et ça c'est le dernier truc qu'on a appris avant, c'était un peu rigolo. Il est où? C'est où que j'ai lu ça? Gna gna gna. C'est pas là, hein, c'est avant. C'est ici. Zut. Il y avait des requins sur cette page, je m'en souviens très bien. Heureusement, je les ai pas vus. Tant mieux pour moi. Ah oui, l'organe sexuel de la femelle et l'organe sexuel du mâle, une nageoire modifiée en forme de pipeau appelée gonopode, sont tournés vers la droite chez certains poissons et vers la gauche chez les autres. Ça signifie qu'un mâle dont l'organe reproducteur est à droite est conçu pour s'accoupler uniquement avec les femelles dont l'organe reproducteur se trouve à gauche. Et vice versa. Ils peuvent pas se reproduire entre gauchers, ni entre droitiers du coup. Et apparemment, il semblerait qu'il y en a un qui a essayé dans les études. Ils ont mené toute une série d'études, etc. Pendant la période de reproduction, les gardiens du zoo d'Oklahoma City, où ont été faits les études et les tests, surveillent quels mâles sont dressés à gauche et lesquels sont dressés à droite et qui se reproduit avec qui, pour pouvoir établir leur théorie justement. Callen, donc un scientifique, a parfois vu un mâle lutter de toutes ses forces pour s'accoupler dans l'autre sens, avec une femelle dont l'organe sexuel se trouvait du même côté que le sien. Mais je ne suis pas sûr que ça ait réussi, et c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voulait, quoi. Il a fait ce qu'il a pu, mais on sait pas si ça a marché. Donc voilà. C'est rigolo. J'ai une névralgie cervico-brachiale. Alors, je vois vaguement... Je sais plus ce que c'est une névralgie. Cervico, bah ça je vois. Voilà. Brachial. Je sais plus, j'arrive plus à identifier ce que c'est brachial. J'ai au moins 3 possibilités, je sais plus. En tout cas, ça a pas l'air fun. Ça, on est d'accord. J'espère pour toi que ça va s'arranger. Si ça peut s'arranger, parce que si ça se trouve c'est chronique, j'en sais rien. Ça a pas l'air fun, hein. En tout cas, bonne merde, hein, parce que... J'avoue que de mon côté, j'ai de la chance, hein. Je suis constamment épuisé parce que j'ai plein de troubles, mais je suis assez rarement malade. C'est aussi parce que je sors pas. Si je sortais plus, comme je suis constamment crevé, j'ai un système immunitaire super faible, donc j'attraperais la maladie tout le temps. Mais ouais, là, du coup, comme je fais pas grand-chose, je me casse pas souvent des trucs et je suis assez calme. Donc j'ai pas trop d'emmerde en vrai de ce côté-là. J'ai de la chatte. Et oui, bon rétablissement, repose-toi un max, hein, parce que j'imagine que t'as pu avoir un arrêt de travail et tout, j'ai lu ça plus haut. Donc ouais, prends bien le temps de te reposer. Parce que là, c'est assez vénère quand même comme truc.
Alors, la description morphologique, on a déjà vu, écologie, répartition géographique. Ah oui, donc ce poisson il vit essentiellement en Amérique, dans le sud dans le nord de l'Amérique du Sud, et dans l'est de l'Amérique du Sud aussi. Dans le nord-est, quoi. Oui, je suis arrêté. Bah oui, tant mieux, parce que là, j'ai déjà eu des situations à la con où les gens qui te forcent à travailler te demandent de faire des trucs que tu peux pas faire. C'est complètement con. C'est comme ça. Genre, j'ai eu une pote qui ne dormait pas. Genre, elle dormait pas, elle avait plein de problèmes de santé à cause de ça, et on lui demandait de venir bosser en manipulant des produits chimiques super vénères. Oui, mais sauf que du coup, si elle s'endort en faisant son boulot, elle fait quoi après? Bref. Et il y a des gens les gens qui auraient pu lui filer un arrêt de travail ont refusé de lui donner. Et c'est vrai, ça fout un peu tout le monde dans la sauce, ça. Le poisson, il mange des insectes, des invertébrés, des crabes, etc. Et des algues aussi, qui se planquent dans la boue. Comme il est brun au niveau du dos, il peut se planquer dans la boue et il est caché, quoi, du coup. Ainsi que des petits poissons. Elle remonte... il suit la marée. Le poisson suit la marée, c'est-à-dire qu'à marée haute, il va la suivre et aller jusqu'à parfois 1 kilomètre de distance de son point d'eau d'origine. Donc il voyage un peu, ce poisson. Hein. C'est assez cool. Donc le poisson remonte avec la marée haute pour se nourrir et redescend avec la marée basse, parce que sinon, quand il n'y a plus d'eau, tu meurs en tant que poisson, donc c'est compliqué. En effet, le poisson 4 yeux est capable de se nourrir sur les bancs de vases émergés grâce à des adaptations particulières et à ses mâchoires pour attraper des proies terrestres. La très grande diversité des téléostéens, 99,8% des vrais poissons scientifiques dans le monde connu actuel, soit près de 30 000 espèces, est due en partie à une grande mobilité des mâchoires, aussi bien inférieures que supérieures. Effectivement, les poissons, pour se nourrir, ils gnoquent pas dans quelque chose. Ils l'aspirent, c'est-à-dire qu'ils vont décrocher une partie de leur mâchoire du dessous, inférieure, et la balancer vers l'avant, comme une balançoire si vous voulez. Et ils vont créer un siphon, ou un typhon, je sais plus comment on dit, bref, un tourbillon en aspirant dans leur bouche l'eau, et ce qu'il y a devant, la proie juste devant, va se retrouver aspiré dans la bouche. Et c'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça que se nourrit Nemo par exemple. Et c'est assez cool. Un peu spécial, mais assez cool aussi. Donc voilà, ça est dû à une très grande mobilité de la mâchoire, ce qui permet une très grande diversité du régime alimentaire. Et forcément, comme vous ouvrez grand votre mâchoire, il y a d'autres trucs qui peuvent rentrer dedans que si vous deviez juste gnoquer dans quelque chose. Là, vous ouvrez grand la mâchoire, quoi, et c'est tout. D'ailleurs, les poissons, généralement, ils ne mâchent pas. Ils avalent tout rond. Si ces mâchoires sont bien adaptées au milieu aquatique où le corps peut s'orienter vers la bouffe, en milieu terrestre, ça pose un gros problème car la nourriture se trouve sous le niveau de la bouche. Chez le poisson 4 yeux, des modifications de l'articulation des mâchoires déjà présentes dans tout le groupe des Là, c'était pas moi, c'est le nom scientifique. Des cyprinodontiformes ont été encore accrues pour permettre une plus grande mobilité des mâchoires en milieu terrestre pour la capture des proies. Donc chez les poissons, ils ont déjà une grosse mobilité de la mâchoire. Chez celui-là, c'est encore plus vénère. Parce qu'à tout moment, en fait, ils se retrouvent dans un endroit où il y a très peu de flotte parce que la marée est basse. Et donc, ils doivent avoir encore plus de mobilité de la mâchoire parce qu'ils sont dessus, en fait. Ils sont à plat. Ils ne peuvent pas se relever sur leur queue de leur nageoire caudale, là. Et puis ben non. Donc, imagine que ça leur donne... ça les force à avoir beaucoup de mobilité dans la mâchoire. Là, je dois voir un neurologue. Vu que je sais pas ce que c'est la première fois que je fais ça. Un neurologue. Ah ouais. Je sais pas exactement de quoi il est question du coup, mais c'est un truc qui a atteint ton cerveau du coup. C'est vraiment super violent. Attends, je vais chercher ce que c'est. Il a dit une névralgie cervico-branchiale. Ça ici. Je ne sais pas si je vais tomber sur des images ou quoi, je suis pas sûr de vouloir exposer Twitch à ça, mais... Parce qu'un neurologue, en vrai, j'ai déjà dû aller en voir quand j'étais petit, mais ça n'avait rien à voir, c'est pas du tout pour la même raison, donc on n'a pas du tout vu la même chose. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer en vrai. Hein. C'est des spécialistes, ils savent ce qu'ils font. C'est rien de grave.
Enfin, si, ce que t'as est probablement grave, désolé de te l'apprendre, hein, je pense pas te l'apprendre d'ailleurs, mais en vrai, ça devrait aller, ils vont rien te faire de très, très grave. Hein. La névralgie cervico-branchiale, je sais pas, brachiale, bref, on s'en fout, est une cause fréquente de consultation. Ah bah c'est fréquent. Ah oui, moi j'identifie ça comme un truc super vénère et assez rare, mais en fait non. Elle se matérialise par une douleur qui démarre dans la nuque et se diffuse le long de l'épaule pour atteindre le bras. Plusieurs pathologies sont à l'origine des douleurs de névralgie cervico-branchiale. Brachiale. Une grosse douleur dans la nuque, quoi, et qui irradie dans le bras. Une douleur unilatérale dans la majorité des cas. Bon, évidemment, comme avec tout, il y a des formes plus sévères, quoi. Et donc plus dangereuses. Mais c'est évidemment des cas beaucoup plus rares. Donc ouais, t'inquiète pas, tout devrait bien se passer. Ils vont te donner un traitement. Ils vont en fait, ils vont sûrement te prescrire un kiné, hein. J'imagine. Je suppose. Ça fait longtemps que j'ai pas été chez le kiné d'ailleurs. En fait, j'y ai été une seule fois, j'avais genre 14 ans. Et le mec il m'a mis sur sa table. J'ai déjà du kiné. Bah, ils vont te prescrire encore plus de kiné, hein, je pense. Il m'a allongé sur sa table et il m'a dit, vous voyez, c'est marrant, parce que quand j'essaie de vous faire plier dans un sens, j'y arrive très bien de ce côté-là, et de l'autre, j'y arrive pas du tout. Et il m'a dit, en fait, vous êtes tellement tendu que vous avez un côté qui est impliable. Genre, il pouvait plier un pied sur deux vers l'intérieur, et l'autre, il pouvait presque pas y toucher. Tellement c'était tendu et bloqué, quoi. Il m'a dit, monsieur, vous êtes tendu. J'ai fait, non, pas du tout, pourquoi? Et il m'a fait craquer partout, ça m'a fait super mal, mais en plus, je me tenais encore moins bien qu'aujourd'hui. Donc, ouais, mais ça, quand je suis sorti, je me sentais léger, hein, ça m'a fait du bien. Mais oui, du coup, effectivement, à part du kiné, je sais pas exactement, hein. Je suis pas médecin, moi, donc j'en sais rien. Mais oui, ça doit être bien chiant. Hein. Et du coup, ton kiné savait peut-être pas exactement sur quoi agir, comment, dans le détail, et surtout, qu'est-ce qui était responsable de tes douleurs. Là, maintenant, ils sauront, quoi. Donc en vrai, j'imagine que ça va aider. Le cycle... Ah oui, autre truc sur le poisson, il est visipare. Il pond pas d'œufs. Et ça me paraît très chelou. Je connaissais pas de poisson, de vrais poissons, j'entends, qui pondent pas d'œufs. Même les requins, ils pondent des œufs. Alors, techniquement, ils pondent des œufs qui éclosent dedans eux. Pas tous. Il y a des requins qui pondent les œufs. Généralement, il y a beaucoup de requins qui sont ovovivipares, c'est-à-dire qu'ils ont des œufs qui vont éclore dedans eux, et puis le bébé va sortir tout formé de eux. Mais d'abord, il y a un œuf. Avec une coquille. Mais sauf que voilà. Et je pensais que tous les poissons naissaient, des vrais poissons scientifiques comme Nemo, naissaient d'œufs avec... Enfin, pas forcément une coquille, mais naissaient d'un œuf, quoi. Oui, je dis coquille dans un requin, il n'y a pas de coquille d'œuf, mais je me comprends, il y a l'amnios et tout le bordel, quoi. Et en fait, non. En fait, ce poisson-là, il pompe pas d'œufs, quoi. Et je trouve ça assez intéressant, je savais pas que c'était possible. Enfin, que c'était possible, si, sûrement, mais que je tomberais là-dessus comme ça. Donc l'espèce est vivipare, c'est-à-dire que les embryons se développent à l'intérieur de l'organisme maternel qui les nourrit. Un placenta folliculaire formé par l'accollement de tissus de l'ovaire et de tissus de l'embryon permet le transfert de nutriments vers l'embryon et remplace peu à peu le sac vitellin. J'imagine que c'est l'équivalent du cordon ombilical chez nous ? Je crois. Les femelles mettent au monde en moyenne une douzaine d'individus par gestation. Attends. Ils pondent pas d'œufs, ils ont une dizaine de bébés dans le bide. Le truc fait, parce qu'il y a 3 espèces connues, entre 10 et 3 cm de long. 10 et 30 cm de long. Il y a 12 bébés dans le ventre, et pas dans des œufs, genre tout formé. Il y a des infos qui manquent là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain, l'accouchement il donne pas envie, hein. L'accouchement de base il donne pas envie, mais waouh. Lors de l'accouplement, les partenaires étant placés côte à côte, le mâle rabat latéralement son gonopode, nageoire modifiée, et l'introduit dans l'orifice génital de la femelle pour la féconder. Je suis en train de parler de cul là, hein. Je le sens. Là, ça en fait en population, ça fait beaucoup de population. Effectivement, waouh, ça fait beaucoup trop. Comment tu peux sortir tout ça de toi ? Genre déjà quand les gens accouchent des triplés, je suis
surpris par les capacités humaines. Là, je me dis 12. 12. C'est pas des petites billes d'œufs, non, c'est des gamins de 10 à 30 cm, quoi. Bon, alors évidemment, ils sont tout formés, ils font pas la taille d'un adulte, mais quand même, c'est énorme. Donc voilà, il fait du sexe là, mais il peut le faire, il ne peut le faire que d'un côté, droit ou gauche. De même, l'orifice de la femelle est orienté vers la droite ou la gauche. Les partenaires doivent donc être compatibles. Et oui. Ils sont comme les escargots. Enfin, non, pas du tout, mais les escargots, selon comment leur coquille s'est produite, selon vers où, dans quel sens va leur spirale, il me semble, on peut savoir s'ils sont gauchers ou droitiers. Il me semble qu'il y a une connerie comme ça aussi qui peuvent se reproduire qu'avec le... Ouais. Avec la main inverse, vous m'avez compris. Hein? Je sais pas comment on dit. Voilà. L'orientation de l'autre côté, quoi. Mais sauf que c'est pour les mains. Vas-y, c'est compliqué. De même, l'orifice de la femelle est orienté vers la droite ou la gauche, les partenaires doivent donc être compatibles. La vision. L'espèce doit son nom comme un poisson 4 yeux, à l'anatomie particulière de ses yeux. En effet, une extension de l'iris divise horizontalement la pupille. Donc c'est l'iris, la cloison en fait, qui divise la pupille en deux, avec la partie supérieure ou dorsale pour la vue aérienne, et la partie inférieure ou ventrale pour la vue aquatique. Tu peux pas rajouter du beurre pour tes escargots, lol. Ah non. Non, merci, non. Non, mais ça va. Ah. Moi, je suis belge, hein, de toute façon. Moi, je consomme pas ça. Hein. Moi, je mange des frites, et c'est tout. Voilà, je ne mange que des frites. L'épaisseur et la composition de la cornée sont différentes entre les deux parties de l'œil et sont adaptées au trajet des rayons lumineux dans l'air pour la partie dorsale de l'œil et dans l'eau pour la partie ventrale. Parce que oui, les yeux des poissons, ils sont adaptés... Ils sont adaptés à l'eau. Et si vous mettez vos yeux dans l'eau, vous comprenez que ça pique. Hein, voilà. Et si vous les mettez pas dans l'eau, bah, ils y vont bien. Sauf qu'évidemment, si vous fermez les yeux, instinctivement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut les réhydrater régulièrement, vos yeux. Et que pendant votre battement de cils, d'une part, vous dégagez les crasses, ensuite, vous stoppez les frottements de l'air, et ensuite, vous avez des glandes lacrymales qui vont produire une quantité infime de larmes dans vos yeux. C'est comme le liquide lave-glace, en fait, hein. C'est pareil, quand vous clignez des yeux, c'est juste vos paupières qui nettoient votre pare-brise, à vos yeux. Voilà. Et c'est parce que vos yeux sont en train de sécher, donc vous rajoutez du liquide lacrymal. Et les poissons, ils sont adaptés, ils n'ont pas besoin de ça. Mais sauf que, ouais, mais quand tu les mets en dehors de l'eau, bah forcément, c'est pas pareil. Surtout quand tes yeux sont adaptés à pas avoir besoin d'être humides, puisqu'ils sont tout le temps dans l'eau. Donc ces yeux ont évolué pour pouvoir faire gaffe à tout ça. Et sinon, au pire, c'est un poisson. Au pire, il trempe les yeux dans l'eau, puis il les remet à la surface. Et du coup, il reste jamais très longtemps sous l'eau, ça aussi on l'a lu tout à l'heure. On voit le français. Effectivement, oui. Non mais libre à toi de gober des escargots, hein. Tu me diras s'ils sont gauchers ou droitiers. Bref... En vrai, je pense que tout le monde a déjà mangé des trucs plus ou moins glauques. Là, je saurais pas dire quoi, mais c'est sûr. C'est sûr, on a tous plus ou moins mangé des trucs glauques. À commencer par la pâte à modeler Play-Doh. Voilà. Ça, c'est comme la fameuse... Ça, je mangeais pas ma colle quand j'étais petit, mais je pense que la colle et la pâte à modeler, c'était un truc un peu chez les gamins. Hein. C'était assez populaire. Hein. Et oui, donc, entre les deux parties de l'œil, ils ont... une cornée adaptée au trajet des rayons lumineux dans l'air, parce qu'évidemment, la lumière se répercute pas pareil dans l'eau et en dehors de l'eau. Donc ils ont vraiment un œil séparé en deux avec des structures modifiées spécifiques. Selon quelle partie de l'œil tu prends, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment je peux pas m'empêcher de me dire qu'éventuellement, si l'espèce survit dans quelques millions d'années, il se pourrait qu'on arrive à un poisson à 4 yeux. Et je trouve l'idée très très cool. Voilà. Parce qu'évidemment, je sais pas si c'est pas courant, je dirais plutôt que ça n'existe pas. Des poissons qui n'ont pas d'yeux, ça existe. Des poissons qui ont 2 yeux, ça existe. Des poissons qui ont même qu'un seul œil, ça peut exister. Mais 4, même plus que 2, pour des raisons de symétrie, je dirais que non.
Et on va venir après sur pourquoi la symétrie c'est important. Un classique, manger la colle ou la pâte à modeler. La pâte à modeler c'est un classique, mais la colle, j'ai entendu beaucoup de gens qui faisaient une fixette dessus, surtout la colle Cléopâtre, je crois. Moi j'avais que de la colle Prit, donc j'ai pas pu tester, hein, ça me donnait pas envie. Mais la pâte à modeler par contre, ouais trop. Peut-être un petit peu trop. En même temps, elle avait l'air bon la pâte à modeler quand même. La pâte à sel, par contre, c'est vraiment... La pâte à sel, c'est de la pâte à modeler qui a été faite pour être mangée, en fait, je pense. Vraiment. Je pense qu'elle a été pensée pour être mangée. C'est pas possible de faire ça autrement. Je vais faire de la pâte à modeler, mais comestible. Du coup, fallait s'y attendre, quoi. Je pense à la colle blanche, je sais pas. La colle... oui, moi, j'avais la Prit, donc un genre de gros tube de colle blanche, quoi. J'avoue que ça... Non, la colle, ça m'a jamais donné envie. Hein. En même temps, les tubes de colle Prit donnent pas envie, hein, je trouve. Montrer. Là, je vais essayer. Voilà. Ça donne envie de manger la colle, ça? Non. Oui, ta gueule. Super, avance. Voilà. Ça me donne pas faim, tu vois. J'ai pas envie de manger sa colle. Il pourrait faire un effort pour rendre les packaging plus appétissants, quand même. Voilà. Ça me donne pas faim. En plus, c'est des gros tubes de colle super vénères. C'est super large, ce truc. Colle sans solvant. Super, Michel, c'est bien. C'est super. Bref. Il devrait faire un effort pour rendre la colle plus sexy. Donc lieuse. De même, la forme particulière en poire du cristallin permet une vision nette aussi bien dans l'air que dans l'eau, alors que chez nous c'est plutôt rond, il me semble. Enfin, les parties dorsales et ventrales de la rétine ne retiennent pas tout à fait les mêmes pigments et ne sont pas tout à fait aussi sensibles aux mêmes longueurs d'onde. Donc ils ont vraiment des demi-yeux différenciés, quoi. Toutes ces caractéristiques particulières qui peuvent se résumer en une duplication de l'œil, c'est plus ou moins ça. Même s'ils n'ont qu'un seul globe oculaire, ils ont vraiment toutes les structures importantes de l'œil, dédoublées, enfin divisées, on va dire. Et ils ont même des adaptations qui se retrouvent dans un œil et pas dans l'autre. Donc on dirait vraiment des yeux différenciés, quoi. Juste, ils ont qu'un seul globe oculaire, mais ils ont deux yeux en un, quoi. Et tout ça se met progressivement en place au cours du développement du poisson 4 yeux, à partir d'un stade embryonnaire, où il a les yeux semblables à ceux des autres vertébrés. Donc de base, il a des yeux normaux quand il est embryonnaire, donc même pas encore bébé, encore un peu avant. Mais quand il devient bébé, il dédouble ses yeux. C'est assez cool. Ça, cette page-là, je crois qu'on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire dessus, on s'en fout. Hein. En vrai. Allez, zou. Gna. Donc là, on voit le gros plein de l'œil. On le voit pas, on le voit mieux. Voilà. J'ai chez nous en France, c'est la marque U. Ah, la fameuse marque U. Pour les bâtons de colle blanche. C'est vrai que j'ai entendu parler de la U. Et oui. Et il pourrait faire un effort pour rendre la colle mangeable quand même. D'ailleurs, il y a une colle qui a fait ça, il me semble. Il y a c'est peut-être la fameuse Cléopâtre, je sais plus. Il y a une marque de colle qui a voulu essayer de faire un mix avec des goûts et tout ça pour que leur colle soit comestible et qu'elle soit mangeable et que ça soit ok, qu'il n'y ait pas de produits toxiques dedans. Sauf que du coup, le goût était pas agréable, je crois. Il y avait un truc comme ça. Et du coup, la colle a bidé, je crois. En plus, elle collait mal, il me semble. Je ne saurais plus dire le nom de la colle, ça je le sors des tréfonds de ma mémoire, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Retenir les trucs importants, je ne sais pas, mais retenir ce genre d'informations débiles, ça je peux. Voilà. Bref. Et du coup, il me semble que la colle en question a bidé. Un peu dommage. Des poissons habituels d'Amérique centrale et du Sud. Ils n'ont en fait que deux yeux, chaque œil est divisé en moitié supérieure et inférieure, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce système visuel double et particulier permet à Anableps de se nourrir de créatures
qui nagent ou atterrissent près ou sur la surface de l'eau et de fuir les prédateurs volants qui l'attaquent par le haut. Encore une photo du poissouze. Il est beau en vrai le poisson, hein. Et donc effectivement, la nageoire en dessous de la queue, là, on voit, c'est la nageoire anale du coup. Le truc qui dépasse à l'horizontale, là, c'est ça. On s'en fout. Ah bah voilà, là on les voit. Ah, bien. Et donc ça, c'est quand ils sont dans la boue. Donc là, l'eau de la mer s'est retirée. C'est la marée basse, et eux, ils restent au-dessus. Et du coup, ils ont des systèmes pour pouvoir quand même tenir le coup. Il y a très peu d'eau, mais il y a un peu d'eau, donc ils sont quand même hydratés. Et ils attendent la marée haute pour pouvoir repartir chercher la bouffe. C'est cool. Bon, c'est tout flou, hein, c'est de la merde, mais on les voit un peu. De toute façon, je mettrai le site dans la description sur YouTube, vous verrez tout ça. Les poissons, machin, sont matures vers 8 mois. Bon, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici. Hein. Ça, c'est toutes les informations super compliquées, très, très détaillées sur les machins, les oiseaux, bien sûr, les poissons. C'est un poisson, un genre assez commun dans les eaux côtières boueuses du nord d'Amérique du Sud, au Venezuela et à Trinidad jusqu'à l'embouchure amazonienne et sur la côte pacifique d'Amérique. Alors, pourquoi les yeux du poisson m'impressionnent autant? D'une part parce que c'est incroyable, je trouve, d'avoir 2 yeux en un, mais aussi parce que la symétrie. J'ai dit qu'on y reviendrait, on va y revenir maintenant. La symétrie, le monde vivant est un joyeux bordel, mais c'est tout un... Le monde vivant, particulièrement les animaux, surtout les animaux, ont évolué pour être visuellement, depuis l'extérieur, assez symétriques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les organes ils sont disposés un peu comme tu veux, hein, mais à l'extérieur, on fait gaffe à ce qu'on montre. Donc, généralement, quand vous avez un œil d'un côté, vous avez un autre œil de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez votre visage et que vous tracez une ligne à la verticale et que vous pliez votre visage en deux, imaginez, hein, sur une feuille ou quoi, vous verrez que même si le visage, le corps humain du monde vivant n'est pas parfaitement symétrique, il y a une symétrie quand même. Voilà, vous pouvez parfaitement prendre les deux moitiés de votre visage, les plier l'une sur l'autre et vous aurez globalement le même résultat. C'est pas une symétrie parfaite, mais la symétrie est là. Et vous pourrez observer que, aussi bien avec ce poisson-ci qu'avec une énorme partie du monde vivant, c'est le cas. Oui, mais du coup, le poisson dont je parle là, bah, il a des yeux divisés en deux. Et du coup, bah, c'est bizarre. Ça rompt le concept de symétrie. Ça me parle un peu la colle Cléopâtre. Ah bah ça doit être ça alors. Donc, la symétrie chez les animaux. Donc, voilà, ici on vous montre un concept de ce qui est symétrique à gauche et à droite un concept de ce qui est asymétrique, donc pas symétrique à droite. Ici vous voyez bien que les formes sont pas toutes les mêmes d'un côté à l'autre. Hein, ouais, voilà. C'est pas la même forme, quoi. C'est pas un truc où vous pouvez plier les deux côtés l'un sur l'autre et avoir la même forme, quoi. L'arrangement des parties du corps dans un dessin géométrique équilibré divisible en parties égales par les plans de division est appelé symétrie. L'idée de symétrie est principalement dérivée de Ernst Haeckel. Un animal est dit symétrique uniquement lorsqu'un plan passant par son centre le divise en moitié similaire. Lorsqu'un animal ne peut pas être divisé en moitié similaire, il est dit asymétrique. Les animaux symétriques comme les amibes, les éponges, etc. possèdent des formes corporelles irrégulières et ont droit de symétrie, mais les métazoaires supérieurs possèdent une certaine forme de symétrie selon leurs habitudes et leurs habitats, qui équilibrent leurs activités. Tous les animaux sont soit symétriques, soit asymétriques. Un axe est un ligne imaginaire, bien sûr, est une ligne imaginaire qui passe par le centre du corps. Type de symétrie, elle se retrouve chez les animaux dont le corps est en forme de boue. De boue? De boule. Ah oui, c'est pas la même chose, bien vu. Voilà. Ce type de symétrie convient au mouvement de roulement, tout ça. Bon, bref. On a vu vite fait le concept de symétrie. Sauf que, de ma conversation avec le chat qui pète, GPT,
on a vu, du coup, on a compris ensemble que la symétrie est un phénomène fondamental chez les animaux. La plupart des espèces modernes suivent une symétrie bilatérale spécifiquement, ce qui signifie que leur corps peut être divisé en deux moitiés symétriques, gauche et droite, ce qui découle de l'évolution où la symétrie bilatérale a permis une meilleure coordination des mouvements et des sens, notamment pour les animaux qui se déplacent activement dans leur environnement. Et vous pourrez trouver tout ce que je suis en train de vous expliquer là sur le site que je viens de vous montrer, avec plein d'autres explications sur tout le pourquoi du comment. Voilà. Là, je prends le résumé de ChatGPT parce que j'ai déjà vérifié cette partie-là et que je sais que ce que je dis est juste, quoi. Et parce que j'ai pas envie de me taper des heures et des heures d'explications très compliquées sur un truc que moi-même je comprends qu'à moitié. Donc, l'essentiel du monde vivant, mais pas tout, enfin des animaux, spécifiquement les animaux vertébrés, pour être plus précis. Les animaux vertébrés, type chat, chien, vache, poule, humain, etc. Tout ça existe selon généralement ça a un physique axé selon une symétrie bilatérale. Prenez le corps, vous le coupez en deux, vous le pliez en deux, ne faites pas ça, et ça vous donne la même image. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Ça vous donne la même chose des deux côtés. Les exceptions à cette symétrie, comme chez certaines espèces marines primitives ou les échinodermes adultes, les échinodermes c'est entre autres les étoiles de mer par exemple, ou les concombres de mer aussi je crois. Les échinodermes adultes montrent que cette organisation symétrique est profondément ancrée dans le développement embryonnaire. Effectivement, prenez Patrick l'étoile de mer, il a 5 branches. Ben voilà, vous prenez la branche, prenez la 5e branche, vous la mettez au-dessus, vous coupez le reste et ça vous fait exactement la même structure des deux côtés. Voilà. Dans ce contexte, le poisson dont on parle depuis le début, Anableps anableps, ou poisson 4 yeux, est particulièrement impressionnant. Cette espèce possède des yeux uniques divisés horizontalement, permettant d'avoir 2 pupilles par œil, une pour la vision aérienne et l'autre pour la vision sous-marine. Cette adaptation lui permet de voir simultanément au-dessus et en dessous de la surface de l'eau, un avantage évolutif pour échapper aux prédateurs. Ce type de dissymétrie, donc c'est pas une asymétrie, c'est une dissymétrie, mais donc c'est symétrique mais pas trop. Parce que normalement la symétrie bilatérale, tac. Alors là, on parle d'une symétrie de merde, de horizontale, donc pas celle-là, une autre. Et donc, ça marche pas. Donc, normalement, c'est la symétrie bilatérale qui s'impose. On le voit d'ailleurs sur le schéma ici avec la tortue. Là. Mais sauf que chez le poisson, en ce qui concerne ses yeux, sachant que le reste de son corps, vu de l'extérieur, et non pas ses organes, suit le concept de la symétrie bilatérale, et ben pas ses yeux, qui eux sont scindés à l'horizontale, alors qu'ils devraient l'être à la verticale. C'est bizarre. Et il y a, à mon sens, en tout cas je connais assez peu d'espèces qui ne respectent pas ce concept de symétrie bilatérale du côté des animaux vertébrés. Du côté des invertébrés, par contre, c'est beaucoup plus la teuf. Hein. On fait un peu ce qu'on veut, mais... Enfin... Beaucoup moins à l'époque, en vrai, ça reste assez rare, il me semble. Mais, enfin, aujourd'hui, je veux dire, ça reste assez rare. Mais à l'époque, il y a v'là longtemps, il y a des centaines de millions d'années, la vie débutait, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Et il y avait beaucoup plus de symétrie, de dissymétrie qu'aujourd'hui, ou d'asymétrie. Sauf qu'à force de se prendre des météorites et des comètes sur la gueule, les espèces en question ont disparu pendant les extinctions de masse qu'a vécu la planète. Et aujourd'hui, tout ce qui nous reste, c'est ce qui a survécu, puis qui s'est refait bombarder la gueule avec les extinctions de masse suivantes, les dinosaures, les machins, et puis aujourd'hui, on est là, quoi. Et aujourd'hui, l'essentiel du monde vivant a suivi cette lignée directrice que la symétrie bilatérale, c'est bien. En plus, comme ça, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Voilà. L'œil de Anableps anableps est ainsi une belle démonstration de la plasticité de l'évolution, ça peut changer, rompant avec la stricte symétrie bilatérale habituelle pour une adaptation très spécifique à son environnement semi-aquatique. En gros, normalement, d'habitude, ça ressemble à un truc précis, et là, non. C'est très spécial. D'autant que là, on parle pas de n'importe quel organe, on parle quand même de l'œil, quoi. Bon, alors, les yeux, c'est très varié dans le monde vivant, mais c'est pas séparé en petits morceaux au sein du même œil. Genre, je sais pas chez les mouches exactement comment ça se passe. Je sais qu'il y a un œil et des facettes dans cet œil, mais je ne sais pas si c'est des tas de micros yeux dans un organe unique, ou si c'est plein d'organes d'yeux collés ensemble. Bref, dans tous les cas, à part quelques insectes qui adoptent cette mécanique-là d'yeux,
c'est un peu beaucoup pour ça que les mouches sont connues d'ailleurs, bah je connais pas des masses, quoi, d'organismes qui sont chelous comme ça. Et du coup, ça me fait me dire, waouh, il est très très chelou ce poisson. Par sa façon de se reproduire, par sa façon de voir le monde, littéralement, et par son corps. Comment ça se fait que ce truc qui suit quand même globalement la symétrie bilatérale a des... Ces gens ont décidé qu'ils feraient autrement, voilà. Ils ont dit, moi j'ai pas envie d'être un poisson normal, je vais faire autrement, je vais être spécial, et du coup il a des yeux qui sont super chelous. Et très pratiques en plus, donc voilà, ce poisson est fascinant, je trouve. Et là, c'est toutes les explications assez compliquées sur tout le pourquoi du comment de la symétrie bilatérale. En vrai, je pense pas à lire tout ça. Hein. Ça a l'air un peu compliqué. Il y a aussi la symétrie radiaire, donc radiata, bilateria, donc, bilatérale et radiaire, je crois. Bref, radiaire, c'est une symétrie aussi, mais autrement. Voilà. Voilà. Ici, on a une symétrie radiale, dans le sens où vous faites des axes dedans, là, et puis ça vous fait des chocs à pic. Ça, je sais pas vous l'expliquer. La géométrie et moi, ça fait 40, hein, donc... voilà. Les animaux radiaux, les animaux radiaires, donc, sont des animaux à symétrie radiale. Ce sont les animaux qui peuvent être divisés plusieurs fois par axe, être divisés en plusieurs fois par un axe central, créant de multiples images miroirs. Au lieu de pouvoir le couper en deux et d'avoir deux images qui ont la même gueule l'une que l'autre, vous avez plein d'images différentes qui sont plus ou moins des copies les unes des autres. C'est un petit peu comme si vous preniez ma tête, que vous coupiez en étoile au centre de ma tête. Prenez vous savez les trucs pour les trognons de pommes, là, vous appuyez et tac, avec les lames. Et ben vous faites ça, et avec une pomme, ça vous fait effectivement les mêmes morceaux, sauf que avec ma tête, non. Parce que j'ai mes yeux devant et ils sont pas ailleurs. Pareil pour les oreilles qui sont sur les côtés, et ainsi de suite. Et vous aurez pas différents... Imaginez ma tête est une pomme. Imaginez couper ma tête avec le truc pour les pommes, là, où je sais ça demande beaucoup d'imagination. Vous aurez pas la symétrie radiale. Alors qu'avec une pomme, oui. Voilà. Donc c'est ça. Ne faites pas ça avec les gens, s'il vous plaît. Bref, donc avec le poisson, on n'a pas ça non plus. Il me semble... Enfin, je connais la symétrie radiale, surtout chez les plantes. Et bon, d'ailleurs, je précise, ça là, qu'on vous montre, c'est pas une plante. C'est un échinoderme aussi, un cnidaire. C'est un... Je sais plus vous dire exactement ce que c'est. Je l'ai étudié pendant la première année de bachelier en biologie à l'université, que j'ai raté, je rappelle, mais... je sais plus ce que c'est, ce truc. C'est pas un polype, c'est un truc plus compliqué que ça. Si je demandais à ma pote, elle saurait, mais j'ai pas envie de l'emmerder avec ça maintenant. C'est une hydre. Ah putain, ça y est, je crois que c'est une hydre. Faut que je vois Phylum porifera, qui apparemment est une éponge. Je suis pas convaincu. Ça ressemble beaucoup à une hydre. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Hydra. Je vois pas ce que je tape. Non, pas hydropode. Hydropode, c'est un cerf. C'est pas vraiment un cerf, mais ça ressemble beaucoup à un cerf et ça a des canines très très grandes de vampires. Hydra. Animal. Animala, bien sûr. Comment vous montrer ça? Déjà, il faut que ça charge. Rapport 8 semaines. Alors, il y a des dessins, évidemment. Normalement, on devrait les trouver. Oui, mais non. Oui, mais c'est pas très parlant, là. C'est pas trop mal. Là. Vous trouvez pas que ça ressemble plutôt à une hydre, le truc que je vous ai montré? Là. Ça. Et ça. Vous trouvez pas que ça se ressemble vachement, quand même? Pour moi, là, ce qu'on regarde, c'est une hydre. Hein. Bref. Voilà. La différence entre la symétrie bilatérale et la symétrie radiale, je l'ai expliqué du mieux que j'ai pu. Théorie pour expliquer l'origine des symétries bilatérales à partir de radiata. Il est universellement admis que les premiers métazoaires étaient à symétrie radiale et que la symétrie bilatérale a évolué plus tard. Donc on n'a pas toujours été symétrique comme on l'est aujourd'hui avec deux côtés égaux. D'abord on a eu un peu le sbeul, puis après on a eu plutôt de la symétrie radiale, et puis extinction, évolution, tout ça, et ça a donné qu'on a essentiellement de la symétrie bilatérale aujourd'hui.
en raison de l'habitude de reptation acquise par les animaux pour se nourrir des détritus sur le fond. Qu'est-ce que c'est la reptation? J'en sais rien. La reptation, c'est l'action de ramper. Et donc, à force de ramper, les animaux auraient développé une habitude ils auraient développé des corps avec une symétrie bilatérale. Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Pour se nourrir des détritus sur le fond. C'est plus facile, apparemment, quand vous avez un corps qui suit une symétrie bilatérale. Remarquez, c'est vrai que si vous voulez manger vers le bas, avoir une bouche au centre qui va vers le bas, c'est plus pratique que d'avoir des morceaux de bouche partout sur tous les côtés de la tête. Ouais. C'est logique, je crois. Il est machin, tout ça. Voici les théories avancées à l'appui de l'évolution des bilatéralia à partir des radiata. Pourquoi on est passé d'une symétrie radiale à une symétrie bilatérale au cours de l'évolution? Théorisée par ces gens-là dont le nom est beaucoup trop chiant, elle souligne les polyclades. Elle souligne que les polyclades ont évolué à partir d'un ancêtre de type cténophore. Je sais plus ce que c'est. Les polyclades modernes comme Leptoplana et Notoplana sont des turbellariens marins. Est-ce qu'on va s'infliger ça? Est-ce qu'on va s'infliger ça? Je ne sais pas. Bref, des organismes qui rampent sur le fond et qui utilisent leur bouche ventrale pour se nourrir de détritus. Donc ils ont une bouche au niveau du ventre. D'autre part, les cténophores sont des animaux qui flottent librement et présentent une symétrie radiale ainsi que bilatérale, alias symétrie biradiale. Donc ils ont un peu les deux, quoi. Les bandes ciliaires sont placées radialement sur le corps, tandis qu'une paire d'antennes est bilatérale. Donc ils ont des antennes bilatérales, mais leurs cils, donc j'imagine les pattes, sont... Enfin les pattes. Des trucs qui leur permettent de se déplacer. Ça, c'est plutôt radial. Un ancêtre de type cténophore pourrait avoir donné naissance à des animaux à symétrie bilatérale en acquérant un mode de vie rampant sur le fond. Certains cténophores rampants existants aujourd'hui sont Cténoplana et Céloplana. On va au moins aller en voir un, histoire de voir de quoi on parle. Gna gna gna. Ouf, ah oui, alors d'accord, on a des... Oui, mais ça ne m'arrange pas. On a des dessins, mais on n'a pas des masses de photos, j'ai l'impression. En même temps, ça doit être des trucs Enfin, peut-être pas microscopiques, mais... Ça a l'air bien chelou, hein. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ressemble vaguement à une méduse, hein. Ça n'est pas du tout une, hein, mais vas-y, vous trouvez pas qu'il y a un air, vite fait? Genre un genre de voile et puis des tentacules, quoi. Je sais pas. Ou alors on dirait une lollipop, mais à moitié fondue. C'est bizarre. Bref. Tac. La théorie, machin, oui, bon, je crois qu'on a vu ce qui m'intéressait. Hein. Qu'est-ce qui reste ici? Pourquoi nos corps sont symétriques? La symétrie, la règle dans le monde animal, c'est celle à laquelle nous devons la diversité des espèces. 2 yeux, 2 oreilles, au moins 2 paires de membres. Dans le règne animal, tous les corps ou presque sont construits symétriquement, c'est-à-dire organisation. C'est à cette organisation que nous devons l'extraordinaire diversité des espèces. Certains de nos gènes codent ainsi les informations nécessaires pour que chaque cellule trouve sa place de part et d'autre d'un axe. À l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, l'équipe de Samir Merabet vient de révéler que ce potentiel génétique est déjà présent chez les êtres simples comme les cnidaires, les méduses, les coraux, les anémones de mer, etc., et même chez les êtres unicellulaires faits d'une seule cellule du coup. Cette découverte esquisse un scénario étonnant publié dans le magazine eLife, ce que nous présente ici Samir Merabet. Je ne sais pas. Quel est l'intérêt de la symétrie du point de vue de l'évolution? Elle permet d'organiser les plans du corps autour d'un ou plusieurs axes, soit bilatéral, droite-gauche, soit radial, circulaire, comme chez les étoiles de mer par exemple. La présence d'axes permet de distribuer des coordonnées spatiales de manière variée, un peu comme une carte sur laquelle on place des points. Dans le cas des vertébrés, il existe également des coordonnées temporelles correspondant aux différentes étapes de l'embryogenèse.
Des coordonnées différentes donneraient des résultats différents avec une complexification variée selon les branches évolutives. Donc, selon comment vous vous développez au fil du temps, selon si vous êtes un embryon ou plutôt un adulte, au fil de votre développement, votre corps il va changer pour adapter ou non certains types de symétrie. Est-ce ça qui permet aux espèces de s'adapter à leur environnement? L'impact de l'environnement fait débat. L'adaptation est la règle générale, mais la relation de cause à effet n'est jamais bien claire. On ne peut pas toujours être aussi affirmatif que Darwin, qui a établi la causalité entre la forme du bec et le régime alimentaire chez les pinsons des îles Galapagos. Une chose est sûre, tous les animaux possèdent l'outillage moléculaire nécessaire à la diversification, comme un potentiel génétique exploité ou non en fonction des circonstances. L'espèce qui possède l'avantage sélectif prend le dessus sur les autres. Évidemment, même si on a tous le potentiel d'être radicalement autre chose, ça ne se mesure pas à l'unité. On ne parle pas d'un individu, on parle en transmettant nos gènes. On a tous dans nos gènes cette capacité à être remodelé, si vous voulez. Mais ce remodelage va prendre des plombes. Voilà, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas avec un seul individu, ça prend des dizaines probablement de milliers de générations. Ça se fait en plusieurs millions d'années. Voilà. Ça se fait pas en 2 jours. En tout cas, en centaines de milliers d'années, minimum. Pour avoir vraiment une distinction aussi énorme, quand même. Bref, ça se fait pas en 2 jours. Mais on a tous ce potentiel de malléabilité, si vous voulez. Existe-t-il des exceptions à cette règle générale de la symétrie? Oui et non. Les cnidaires des espèces marines comme les méduses ou les coraux par exemple n'ont pas de symétrie bilatérale apparente. En réalité, la symétrie est bien présente mais sous une forme différente. L'équipe de l'Institut de génomique fonctionnelle a travaillé sur l'anémone de mer, mais il existe plus de 10 000 espèces de cnidaires et nous savons qu'elles sont très anciennes. On a retrouvé des fossiles datant de l'explosion cambrienne. Extinction, tout le monde meurt. Et puis, ceux qui survivent, ils se reproduisent un max. Et ça tombe bien, parce qu'il y a plein de places, tout le monde est mort. Donc, il n'y a plus personne. Donc, on a toute la place qu'il faut pour reconquérir des niches écologiques. Il y a de la bouffe, il y a de la place, et pas beaucoup de prédateurs. C'est la baise un max. Et tout le monde va se redévelopper, et on va avoir une diversité du monde vivant qui va exploser. D'où l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne, c'est un rapport au Cambrien, à l'époque. Donc, au Cambrien, juste après l'extinction de masse, qui ne s'est pas faite en un jour. Je rappelle que les extinctions de masse, ça prend aussi des dizaines de milliers, voire des centaines de millions d'années. Non. Si. Ça prend très longtemps sa mère. Ça se fait pas en 2 jours. C'est comme l'extinction des dinosaures. On s'imagine que les dinosaures sont éteints, alors que non, puisque les oiseaux sont des dinosaures. Ensuite, on s'imagine que l'extinction des dinosaures a pris genre 2 jours à cause de météorites plus volcans. Pas du tout. Ça a pris des milliers d'années, même des millions, je crois. C'était très 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 lent. Voilà. C'est aussi ce qui a permis justement à pas mal d'espèces de survivre, notamment les oiseaux, qui sont des dinosaures. Ce sont des dinosaures aviens, mais ce sont des dinosaures quand même. Voilà. Bref. Et donc, l'explosion cambrienne, tout le monde meurt. Oui, mais pas tout à fait tout le monde, juste une super grande partie du monde vivant. J'imagine que l'explosion cambrienne, c'est la première ou la deuxième extinction de masse. Donc vraiment une des très très grosses vénères. Donc voilà, on a bien failli y passer plusieurs fois. Et donc il y a beaucoup de place, puisque genre il y a 90% du vivant qui vient de partir en fumée. Donc ce qui reste va se reproduire un maximum et voilà. Et ça va créer plein de diversité parce que sur l'ensemble du vivant qui aurait pu transmettre ses gènes et continuer de perdurer et avoir la tête qu'ils avaient tout en continuant d'évoluer, en étant impacté par l'environnement, etc. Il y a une énorme partie de ce monde vivant qui est partie, comme ça. Il n'y a plus rien. C'est fini. Et forcément, tout ce qui est... En fait, imaginez, vous prenez toutes les espèces les plus différentes que vous puissiez imaginer et vous en retenez 5. Et à partir de ces 5, il faut leur laisser des centaines de millions d'années, mais vous imaginez que ces 5 espèces vont donner des trucs aussi différents que des mouches, des bactéries, des singes, des baleines, des oiseaux, des reptiles, tout. À partir de ces 5 bébêtes. Voilà, on est vraiment sur cette idée-là. Donc imaginez bien que quand on parle d'explosion cambrienne, pour parler de la diversification du monde vivant, on n'exagère pas, quoi. C'est waouh. La vie a vraiment explosé, quoi.
à une époque où il n'y en avait plus beaucoup. Et ça a donné quelque chose de radicalement différent. Il y a donc entre 542 et 530 millions d'années, c'était la fameuse explosion cambrienne, et c'était l'époque à laquelle les espèces animales se sont diversifiées de manière très importante. C'est aussi pour ça, je l'avais déjà dit en live, que c'est super important d'aller voir à quoi ressemblaient, hypothétiquement selon les fossiles, les espèces avant l'explosion cambrienne et avant l'extinction de masse du coup. La première, j'imagine, ou la deuxième peut-être. Ça doit être super intéressant de regarder ça parce que, comme je vous ai dit, c'est passer à côté de... Enfin, regardez ce qu'on a aujourd'hui depuis cette époque-là, c'est passer à côté de tout ce qu'il y avait à l'époque. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur les 5 espèces. Vous prenez 5 espèces. Imaginons vous avez pris un chat, un chien, une vache, un oiseau, on s'en fout, et une baleine. Ouais, mais les zèbres, les lions, toutes les méduses, les poissons, tout ce bordel vous passe à côté, quoi. Imaginez l'effet que ça doit vous faire quand vous tombez dessus. Eh ben, c'est globalement l'effet que ça fait quand on regarde les espèces qui datent d'avant l'explosion cambrienne. C'est vraiment dingue, perturbant, et il faut admettre que la vie n'avait pas le même sens de l'esthétique qu'aujourd'hui. C'est pas beau. Alors, l'essentiel du monde vivant aujourd'hui est pas beau. Juste, on est habitué à voir des chats, des chiens et des trucs comme ça. Mais c'est oublié que genre 90% de la vie aujourd'hui, c'est... peut-être pas 90%, mais une très grosse partie de la vie, c'est des invertébrés, en tout cas des animaux aujourd'hui, ce sont des invertébrés souvent. Et les invertébrés, en dehors des pieuvres et des trucs comme ça, c'est pas très beau. Voilà. C'est beaucoup d'arthropodes et d'insectes, etc. Et c'est pas une partie que j'apprécie beaucoup visuellement, personnellement. Mais voilà, donc c'est pas forcément très sexy, mais du coup, quand vous le regardez, vraiment, votre cerveau explose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça peut exister? Et comment ça se fait qu'on est parti de ça et qu'on a la tronche qu'on a aujourd'hui? Voilà, c'est vraiment très intéressant de les regarder, les espèces de cette époque-là. Donc d'il y a avant 540 millions d'années, on finit vite par se taper la tête contre les murs. Et donc, les cnidaires qui ont précédé les espèces bilatéraliennes, dont le corps présente une symétrie bilatérale, les cnidaires ont précédé les espèces bilatéraliennes dont le corps présente une symétrie bilatérale. L'intérêt de les choisir comme organismes modèles... Donc les cnidaires, c'est super vieux, en gros. L'intérêt de les choisir comme organismes modèles, c'était de comprendre si et comment l'outillage moléculaire permettant la symétrie est présent chez les organismes plus simples. Donc ça, c'est ce qui nous permet de savoir que tous les corps sont globalement remodelables aussi loin qu'on puisse remonter. Et donc on peut changer de symétrie. Donc, sauf si je me trompe, au bout de plusieurs centaines de millions d'années, et si les conditions le requièrent, etc., nous, êtres humains, on pourrait changer de symétrie. Voilà, imaginez avoir un œil d'un côté et genre 4 yeux d'un autre côté, mais pas les uns à côté des autres et pas alignés sur une symétrie bilatérale, quoi. Imaginez ne pas être symétrique. Mais genre visuellement, même avec vos yeux à vous, quoi. On n'est pas parfaitement symétrique. Mais imaginez ne pas être du tout symétrique, quoi. Enfin, ou alors avoir suivre une symétrie bilatérale. Donc comme une étoile de mer, quoi. Avoir un bras d'un côté et 2 bras de l'autre, quoi. C'est trop bizarre. Et ben il semblerait, si j'ai bien compris, qu'à terme, dans des conditions très spécifiques, qu'on n'est certainement pas prêt de rencontrer, mais imaginons c'est possible, ça pourrait arriver. Voilà. C'est tout le concept même du vivant qu'il y a des trucs qui sont possibles en fait. Hein. Tout est globalement possible parce que, encore une fois, prenez les formes de vie les plus anciennes qu'on connaisse et comparez-les à ce qu'on a aujourd'hui. Ah bah, pas pareil, hein. Voilà, déjà les chances que la vie apparaisse sur Terre d'une manière ou d'une autre étaient infimes. Les chances qu'elle se conserve encore plus. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, franchement, tout est possible. Et c'est dingue de voir le potentiel de diversité et de variété qu'on a au sein du monde vivant. C'est trop cool. Voilà. Leur importance lors du développement embryonnaire, machin. On sait que donc les trois gènes principaux, il y a 3 gènes qui sont impliqués dans la symétrie, qui permettent la mise en place de la symétrie. Il y a OX, PCB et MACE.
ils codent des informations de position permettant aux cellules de prendre leur place dans leur corps. C'est eux qui disent où c'est que les cellules doivent aller pour ressembler au truc auquel elles doivent ressembler à la fin. C'est ça qui fait que vous avez le corps qui a la tronche qu'il a aujourd'hui et pas autre chose. Et que vous n'avez pas justement un bras d'un côté et deux de l'autre. C'est ça qui fait que vous suivez la symétrie bilatérale. C'est comme les pièces d'un Lego qui s'assemblent. Leur importance lors du développement embryonnaire aujourd'hui est bien établie, de même que leur rôle dans les maladies, cancer ou leucémie par exemple, où les cellules n'obéissent plus aux règles habituelles. Pendant longtemps, on a cru que l'assemblage était toujours le même. D'où un étonnement, comment les assemblages identiques peuvent-ils former des formes différentes ? On sait à présent que ces protéines sont capables de former des assemblages variés, tous n'ont pas encore été disséqués. Donc on pensait que en s'assemblant selon certains types d'organismes, ça formait toujours la même chose, donc qu'un être humain ressemblerait toujours à un être humain, mais en fait on constate que, selon l'évolution et plein d'autres trucs, les protéines qui codent la symétrie dans le corps pourraient décider de faire autre chose. Et du coup ça confirme ce que je dis, si je comprends bien, effectivement, après à terme, avec des années d'évolution, on pourrait effectivement avoir une tronche radicalement différente de ce qu'on a aujourd'hui, qui ne suivrait plus éventuellement la symétrie bilatérale. Comment cette plasticité est-elle possible? Comment ça se fait qu'on peut changer à ce point-là? Il y a deux grandes hypothèses. La première propose un scénario basé sur des variations très légères à base de tout petits motifs protéiques, formés de 4 ou 5 résidus seulement. La seconde, sur laquelle nous travaillons, postule l'existence de larges régions désorganisées au sein des protéines. Ces régions constitueraient en quelque sorte des réservoirs de formes disponibles permettant une grande plasticité des motifs protéiques et donc de l'organisation cellulaire. En gros, il y a une hypothèse selon laquelle il y a plein de toutes petites variations très légères qui créeraient des très 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 légères variations et à force on finirait par avoir quelque chose de très différent. Et la seconde thèse, c'est qu'il y a de très larges possibilités très variées d'emblée et que tout dépend de comment elles s'assemblent. En gros, ce serait pas forcément des légers changements qui permettraient de passer de pas de symétrie à une symétrie ou inversement, ou à une symétrie différente. C'est juste que c'est assemblé de cette manière-là par l'évolution, mais à tout moment, on pourrait se retrouver avec quelque chose de radicalement différent. Juste que ces protéines ont l'habitude de s'assembler de la manière dont elles s'assemblent. Donc en gros, avec vos Lego, vous pouvez faire, dans la première hypothèse, donc des murs, et à force d'empiler les murs, ça vous fait une maison, radicalement différent. Eux, ils pensent qu'avec vos Lego, vous pourriez avoir un Lego en forme de maison, ou un Lego en forme de mur, ou un Lego en forme d'hélicoptère. Et que selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour créer un corps, vous allez généralement à utiliser vos blocs pour faire une forme générale. Et c'est comme ça qu'on se retrouve généralement avec des blocs de mur qui se retrouvent à faire une maison, au lieu d'avoir d'office des blocs de maison qui se retrouvent à faire une forme radicalement différente. C'est peut-être pas très clair, mais j'ai du mal à expliquer mieux que ça. Moi, c'est comme ça que je comprends les deux thèses qui me sont expliquées là, mais ça se trouve, j'ai rien compris. En quoi les cnidaires sont-ils étonnants? Ces organismes ne présentent pas les caractéristiques morphologiques des espèces bilatéraliennes. Ils ne suivent pas la symétrie bilatérale. Mais les gènes OX, PCB et MICE, qui sont donc les trois machins qui codent pour la symétrie dans notre corps, sont présents chez eux. Donc ils ne suivent pas la symétrie, mais pourtant ces machins-là sont censés leur créer un corps symétrique. Qu'est-ce qu'ils foutent? Plus surprenant encore, ils le sont également chez les organismes unicellulaires. Qui n'ont pas de symétrie, du coup, c'est juste des cellules. Imaginez des ronds. Alors des ronds un peu déformés, certes, mais enfin bon. D'où notre interrogation. Si des pièces de Lego sont là, les propriétés associées le sont-elles aussi? Nos travaux ont montré que dès l'organisme unicellulaire, on retrouve une grande partie de l'outillage cellulaire des animaux. Une cellule ne présente pas par définition une morphologie axiale, donc par un axe, mais elle possède l'outillage axial. Il est tout simplement incomplet. Donc ils n'ont pas de symétrie selon un axe, que ce soit vertical ou horizontal, mais ils pourraient. Juste, leurs gènes n'ont pas envie, quoi. Ou alors ils sont incapables de fonctionner en l'état. Ils sont là, mais ils marchent pas. Des gènes qui s'exprimeraient pas, comme on avait vu pour... Comment ça s'appelle? Non, pas la C10, c'est l'autre, dommage. La planaire. Voilà. La planaire qui est un ver qui a des capacités immunitaires qui sont surprenantes et qui permettent de taper sur un sacré paquet de maladies qui nous one-shot.
emmerdant. La variole, peut-être, je sais plus. Le truc doré, là, je sais pas comment ça s'appelle. Staphylocoque doré, je crois. Et nous, on peut pas taper dessus. Mais on a pourtant les mêmes gènes que la planaire, qui est parfaitement immunisée à ces trucs-là. Elle a des gènes, donc un ver plat, c'est un ver plat, la planaire. Elle a des gènes qui lui permettent de créer des défenses immunitaires super violentes contre ces trucs-là. Défenses immunitaires qu'on n'a pas, ou très peu, parce que ces gènes, même s'ils sont présents chez nous, ils se touchent, hein, ils foutent rien, ou ils sont désactivés. Et donc il y a des chercheurs qui essaient de réactiver ces gènes, ou de les exciter un petit peu pour qu'on puisse produire des défenses contre ces trucs-là qui nous tuent, et c'est chiant de mourir, donc voilà. Ici, les gènes, donc encore une fois des gènes qui seraient capables de changer drastiquement notre corps, si pas de les soigner comme avec la planaire ici, il s'agirait de modifier drastiquement la morphologie quand même, on les a. Et eux les ont aussi. Et ces méduses, enfin ces animaux qui n'ont pas du tout, qui ne fonctionnent pas, qui ne ressemblent pas, qui n'ont pas un corps qui suit la symétrie, ont pourtant la capacité, les gènes codants qui leur donneraient cette capacité d'être symétriques, de la même manière que nous, on a les gènes codants qui nous permettraient d'être immunisés à certaines maladies et certains organismes, mais que malheureusement on peut pas. Nos gènes ne s'activent pas de la même manière que les leurs ne s'activent pas non plus. Voilà. Et pourtant, eux, comme les organismes qui sont là, comme nous, dans les deux cas, on est équipés de ce qu'il nous faudrait pour pouvoir suivre, soit être immunisé à des bactéries, soit des organismes, soit pouvoir changer de symétrie. On est équipé pour le faire, sauf que nous, on peut pas, sans un peu de manipulation génétique et d'évolution, on peut pas activer ce gène-là. Ces organismes, c'est pareil, elles peuvent pas non plus. Du coup, on n'est pas immunisé et elles peuvent pas changer de forme. Mais elles pourraient, juste ça ne se fait pas. L'hypothèse est donc que ces gènes ont acquis avec le temps des signatures complémentaires pour se diversifier, comme si au cours de l'évolution, les organismes font au niveau cellulaire des choses inutiles sur le moment, mais qui serviront plus tard. En gros, ils seraient en train de changer de plein de manières différentes, qui servent à rien, mais qui vont finir par s'assembler. En gros, imaginez votre Lego. Bon, il a une forme de Lego, une espèce de barre, mais au lieu d'avoir 4 points, il en a 6. Et bien en fait, ça va lui servir plus tard à s'assembler avec un autre Lego avec lequel il ne peut pas encore s'assembler. Alors ça ne lui sert pas à quelque chose, le monde vivant n'évolue pas de manière consciente. C'est pas comme ça que ça marche. Mais le monde vivant, c'est une série de changements aléatoires, de mutations de l'ADN, aléatoires, totalement random, pas du tout prévus, et les formes de vie apprennent à composer avec. Vous avez une patte qui vient d'apparaître dans votre corps, super, je vais m'en servir pour faire des trucs avec. Par exemple, essayer de nager, me déplacer, des trucs comme ça. Et à force d'avoir toutes ces évolutions-là, vous allez, si elles vous servent pas, mais qu'elles vous posent pas problème, vous allez survivre. Si elles vous servent, tant mieux. Mais si elles vous servent pas et qu'elles vous minent en plus, là, vous allez disparaître. Et c'est vos potes, vos cousins qui n'auront pas eu cette diversité génétique qui vont survivre et se reproduire et transmettre leurs gènes. Voilà. C'est comme ça que le monde vivant a la gueule qu'il a aujourd'hui. L'hypothèse est donc que ces gènes ont acquis machin. Et donc oui, le monde vivant évolue en permanence de plein de manières différentes et à tout moment, vos briques développent plus de moyens de se fixer à d'autres Lego avec lesquels ils ne pouvaient pas se fixer avant, qui vont ensemble permettre de nouvelles possibilités dans la création de votre corps et de vos descendants. C'est stylé, mais c'est compliqué. Peut-on dire pourquoi tout ce bordel ? Non, il faudrait pouvoir faire de la génétique sur des organismes unicellulaires. C'est d'ailleurs une tendance actuellement. Certains laboratoires essayent d'isoler et de faire muter certains gènes d'organismes unicellulaires. Et du coup, on ne sait pas encore dire pourquoi les gènes chez les organismes ne sont globalement pas très actifs pour pouvoir leur permettre, même s'ils sont là, mais ils ne sont pas actifs et ne peuvent pas leur permettre de changer radicalement de forme. Votre découverte peut-elle constituer une hypothèse expliquant l'explosion cambrienne ? Pour l'instant, les scénarios proposés pour expliquer l'explosion cambrienne sont surtout paléontologiques, une augmentation des ressources en oxygène à l'époque, en calcium aussi, etc. Ou climatologiques, comme une augmentation des températures. Mais il peut s'agir de coïncidences. On ne sait toujours pas ce qui a déclenché cette extraordinaire diversification du vivant, et on est loin de le savoir. Moi, ce que j'explique, c'est une des conséquences, c'est pas la raison, je précise. Il y a plein d'espace qui s'est libéré, donc forcément on peut se reproduire. Il y a moins de prédateurs,
Et il y a beaucoup plus de place, et donc beaucoup plus de ressources exploitables, comme des plantes par exemple, ou des organismes unicellulaires qui sont mangeables, justement. Et c'est comme ça que il y a toute la place pour se reproduire, mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle il y a eu une telle explosion en termes de diversité. C'est juste que forcément ça a bien contribué. Et voilà. Et puis, waouh, on a bien parlé, mais je pense que c'est fini là. On a fait le tour, hein. Ça, c'est la page que je mettrai sur l'Ecténophore pour ceux que ça intéresse. L'hydre, bon, je vais mettre le lien, mais en vrai, je suis pas sûr que. On n'a même pas parlé de ça, hein. On a juste dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble. Mais bon, voilà. Une hydre, comme la méduse dont je vous parlais au début, qui peut bourgeonner. Si je connais ce terme, voilà, c'est écrit ici, hydre. Si je connais ce terme, c'est justement parce que j'ai disséqué une hydre en cours. Et que j'ai pu observer un peu ce que c'est. J'ai pas dit c'est qu'énibre, j'ai observé le machin. Je crois qu'on l'a observé au microscope, je sais plus. Mais j'ai eu des exercices là-dessus, quoi. Je dis disséquer parce que on avait ces exercices-là dans la salle de dissection, mais qu'on faisait pas que les dissections. Bref. Donc, voilà. Et donc, cet organisme-là peut bourgeonner de la même manière que le fait la méduse. Même si chez la méduse, c'est vraiment pas courant, chez l'hydre, c'est comme ça qu'elle se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de son corps qui vont produire des bébés, et les bébés vont se détacher du corps et faire leur vie. Voilà. C'est un petit peu comme si vous aviez des mini-vous qui vous poussaient sur la peau, là, et puis ils se détachent et ils vont faire leur vie. C'est bizarre comme image, hein. Voilà, voilà. C'est un peu comme des fleurs, sauf que l'hydre est un animal. C'est pas une plante. Il n'y a pas d'astuce de oui, mais c'est pas une plante, mais c'est une algue, ça fait de la photosynthèse. Pas du tout. C'est un animal, tout ce qui est plus animal, ça fait pas de photosynthèse, et c'est un animal, c'est un animal, quoi. C'est vraiment pas du tout une plante. Mais ça y ressemble un peu. Mais non, c'est pas une plante. Bref, donc voilà, je vous laisserai la page pour ceux que ça intéressera dans la description sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je laisse les VOD. Voilà, là c'est l'explication de pourquoi nos corps sont symétriques, que je viens de vous lire. Ça, c'est l'explication plus compliquée par laquelle j'aurais dû finir et pas commencer, malheureusement j'ai oublié les gros topics. Sur toutes les explications scientifiques de c'est quoi la symétrie et comment ça marche. Ça, c'est les premières pages sur l'anableps, le poisson à 4 yeux. Voilà, tous les machins qu'on a vus précédemment. Et du coup, on voit bien la cloison au milieu de l'œil et comment c'est scindé. C'est assez cool à regarder en vrai. La page Wikipédia avec laquelle on a commencé, j'ai bien fait. En vrai, c'était une bonne introduction, je pense. Et ce site-là que j'ai pas lu. Il y a ce truc de merde là, il y a un peu pas de truc. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin. Je vais vous le laisser, on sait jamais, mais je pense pas avoir besoin de vous le mettre. C'est grégaire. J'ai l'impression qu'il doit être regardé en cours de 6 vidéos ou plus minimum. On a déjà vu. Bref. Hop là. Ça fait beaucoup de parlotte hein, pour seulement 1h43. En vrai, j'ai l'impression que ça fait au moins 2h30 que je suis là. Alors que je vous ai mis 20 minutes dans les dents. Hein. Ah non, non, 1h43 de moi qui ai lancé l'enregistrement. Mais en fait, ça fait 2h19 que j'ai lancé le live. Oui, je me souviens. Mais oui, du coup, ça fait quoi 10 minutes de parlotte, ça fait 1h50. Bref. Donc, ouais, moi j'ai ressenti 2h30 hein, quand même. J'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop indigeste. Voilà, j'essaie de faire au mieux. J'essaie d'expliquer bien. Du mieux que je peux, avec mes connaissances très restreintes, évidemment. Et puis voilà. Je suis fatigué et j'ai faim. Je suis crevé et affamé. Ceux qui auront la ref. Et voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Oula, attendez. Merde. Bon, je verrai ça après. Voilà. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. Vous souhaiter une bonne soirée parce qu'il est déjà 10h11. You. Voilà. Et puis, voilà. Moi, je vous revois quand je vous revois. En vrai, sûrement pas demain. Demain, j'ai un gros truc à faire et le soir, je dois aller voir ma psy. Donc, ça m'étonnerait. Enfin, moi, j'aime bien aller voir ma psy, mais du coup, ça prend du temps.
et de l'énergie surtout. Donc voilà, demain je doute de live, mais après-demain peut-être, mercredi peut-être. Jeudi, j'en sais rien. Jeudi c'est possible, mais je sais pas si je vais vraiment oser mettre un casque juste après m'être fait percer les oreilles. Parce que oui, je vais me faire percer les lobes d'oreilles jeudi. Donc voilà. Repose-toi aussi. Mais c'est bien ça mon problème, je passe mon temps à faire que ça en fait. C'est ça qui est compliqué, je ne fais rien. Je ne fais rien, mais je suis constamment crevé parce que la dépression, parce que les différents troubles de la santé mentale, etc. Tout ça fait que je suis crevé avec mon TDAH qui est non soigné. Bon, voilà. Donc je suis crevé, mais je ne fais rien. Voilà. Mais là, par exemple, juste live, ça me prend une énergie de dingue, mais moi j'aime bien, donc j'ai envie, mais voilà. Et vas-y, c'est compliqué de gérer sa vie. C'est compliqué. Et voilà, du coup, je passe mon temps à me reposer et ça m'énerve. Donc j'essaye, c'est ça le mail justement auquel j'ai réagi là. J'arrête pas d'essayer de chercher des traitements, d'essayer d'aller voir des médecins qui veulent bien me prendre en charge, mais malheureusement la psychiatrie en Belgique, c'est bondé. Donc voilà. Et malheureusement les psychiatres, c'est eux qui ont les connaissances nécessaires pour pouvoir prescrire des médicaments. Médicaments qu'on peut pas aller chercher en pharmacie. Donc ça c'est des trucs très vénères. Donc voilà, du coup pour l'instant je suis bloqué, je sais très bien ce que j'ai, hein, ça a déjà été diagnostiqué, mais on ne me donnera pas de médicaments pour l'instant. Parce qu'on ne veut pas me prendre en charge, parce que les médecins sont tous pleins, ils sont complets. Du coup voilà, ça fait que je suis continuellement exténué et ça me facilite pas la vie, c'est clair. Mais bref, donc voilà, jeudi j'irai me faire percer les lobes d'oreilles, j'ai hâte. Et oui, du coup je sais pas si je vais oser remettre le casque tout de suite dessus, sachant qu'on parle quand même de faire un trou dans le lobe. Je parle pas forcément de la douleur, mais j'ai peur d'infecter mes oreilles. Et j'aime bien l'idée d'avoir des oreilles bien, en bonne santé et d'entendre correctement. Donc voilà, je sais pas si je vais pousser. On verra bien. De toute façon, j'en parlerai avec ma perceuse. Bref, donc peut-être je lance jeudi, c'est pas sûr. Sinon, les jours après, hein, en vrai, ça cicatrise vite. Et je vais pas. Sinon, en pire, je mettrai juste plus de casque pendant un petit temps. C'est pas très grave non plus. Voilà. Donc. Peut-être à mercredi, peut-être à jeudi, voilà, bientôt, mais très certainement pas demain. Voilà. Jérôme, prends soin de toi aussi, effectivement, avec ton truc, là, ça va être chiant, donc bonne chance. Et puis moi, sur ce, je vais vous laisser là. Voilà, bonne soirée, bon appétit, tout ça. Moi, j'y vais. Ciao. Je me fais agresser par les pop-up de merde des sites que j'ai montrés. Ah oui, et dernier truc, YouTube. J'ai la flemme de mettre la caméra. YouTube, as-tu aimé la vidéo Voilà, vas-y, like la vidéo s'il te plaît. Voilà, n'oubliez pas de liker sur YouTube, de partager, de vous abonner, de faire plein de trucs. Voilà, et de parler de moi partout sur Internet, on sait jamais. Voilà. Très professionnel ce stream aujourd'hui, je pense.